Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du hors-sujet. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas revenu sur un hors-sujet depuis la précédente trêve internationale, hein, quand même. Ça commence à remonter un bon petit mois, mais on se retrouve aujourd'hui du coup pour un nouveau numéro, un numéro qui je pense va faire couler de l'encre, ou plutôt de la salive on va dire, puisque ça va se faire évidemment comme vous connaissez sous forme de podcast. Et avec moi pour m'accompagner, j'ai quand même une équipe de choc comme d'habitude. On va présenter d'abord les deux habitués, les deux titulaires indiscutables de la team Beneamata. Comment ça va P5? Ciao Karim, ciao à tutti. Très content comme d'habitude de se retrouver là, pas pour parler forcément de l'Inter, mais pour parler d'un sujet, on va dire, qui divise beaucoup et qui peut même parfois apparaître comme tabou. Donc ça va être intéressant et je pense qu'on va un peu s'écharper, mais ça fait partie du truc. Comment ça va Fédé? Ça va à tous. Il y a du sang qui va couler ce soir plutôt. Toi, tu disais ça va faire couler de la. Non, non, moi je pense que c'est du sang qui va couler ce soir. Et pour finir, eh ben, on va avoir un invité qu'on a déjà reçu évidemment pour des précédents podcasts même, Michaele de Team Seria. Comment ça va Michaele? Ça va. Bon, il y a mieux, hein, tu sais, faire une soirée avec 3 intéristes, il y a toujours mieux. Hein. On va revenir un petit peu sur les ultras en Italie. On va se poser la question sur deux thèmes principaux. C'est quoi un peu le souci avec les ultras en Italie ces derniers temps? Parce qu'il y a beaucoup d'actualités malheureusement négatives qui s'enchaînent à propos d'eux. Et on parlera un petit peu aussi des solutions dans une deuxième partie. Donc, si vous avez des constats à faire ou des solutions à donner à ce problème, les gars, n'hésitez pas, même sur Twitter, en mentionnant, en commentaire notamment de la vidéo YouTube, si vous avez des constats, des solutions à mettre, donc n'hésitez pas de vous abonner évidemment sur la chaîne YouTube, sur la chaîne Spotify et de mettre les 5 étoiles sur Spotify pour mieux référencer le podcast, pardon. Et nous, on va commencer tout de suite. Juste avant, je vais justement, pour les auditeurs et même pour les intervenants, vous lire une série d'articles qui ont pu se passer sur les dernières années et qui ont concerné les ultras. Je prends évidemment on va prendre le cas en Italie, étant donné que voilà, on est quand même plus sur la Serie A en général, mais évidemment il n'y a pas que les supporters en Italie qui posent problème, bien évidemment, mais nous, vu qu'on est on va dire plus sur la Serie A, on va rester sur ce domaine. Donc, par rapport aux actualités notamment qui ont pu entraîner, qui ont été aussi la cause de ce podcast, on a vu des incidents entre Séville et la Roma. Il y avait notamment un Espagnol et un Italien qui ont été hospitalisés après une bagarre entre les deux clubs, notamment un supporter de la Roma. Il y a eu aussi récemment un supporter parisien qui a été gravement blessé avant Milan-PSG lors d'affrontements qui ont eu lieu dans la ville de Milan. Il y a aussi eu les violents affrontements qu'on avait vus sur l'aire d'autoroute entre les ultras de Rome et les ultras du Napoli le 8 janvier 2023, donc il y a quelques mois avant que Naples gagne son titre, et des bagarres entre les supporters du Napoli et de l'Udinese juste après le sacre du Napoli. Et je vais vous lire, les gars, un communiqué justement de la Curva Nord qui s'est exprimé, c'était après les cris racistes des supporters de Cagliari envers Lukaku en 2019. Donc c'est quand il venait d'arriver en Serie A, quand il venait d'arriver à l'Inter. Je vais vous lire le communiqué et justement on va réagir sur toutes ces infos que je vous ai données. Donc on commencera la discussion à partir de ça. Donc le communiqué de la Curva Nord. Nous sommes désolés que vous pensiez que ce qui s'est passé à Cagliari était du racisme. Vous devez comprendre que l'Italie n'est pas comme beaucoup d'autres pays européens où le racisme est un vrai problème. Nous comprenons que c'est peut-être ce qui vous a semblé, mais ce n'est pas le cas. En Italie, nous utilisions certains moyens uniquement pour aider l'équipe et d'essayer de rendre les adversaires nerveux, non pas par racisme, mais par déstabilisation. Nous sommes des supporters multi-ethniques et nous avons toujours accueilli des joueurs du monde entier, bien que nous ayons également utilisé certains moyens contre les joueurs adverses dans le passé et le ferons probablement à l'avenir. Nous ne sommes pas racistes de la même manière que les partisans de Cagliari. Vous devez comprendre que dans tous les stades italiens, les gens soutiennent leur propre équipe, mais en même temps, les gens sont habitués à encourager l'autre équipe. Quand vous dites que le racisme est un problème qui doit être combattu en Italie, vous ne faites qu'encourager la répression de tous vos partisans, y compris le vôtre, et contribuer à soulever un problème qui n'est pas présent
Ici, ou du moins qui n'est pas perçu, comme dans d'autres États, comme cela ne suffisait pas, les supporters appellent Romelu Lukaku à clarifier ce qu'est le racisme et à dire que les supporters italiens ne sont pas racistes. Donc ça, c'était le communiqué de la Cour Nord juste après que les insultes racistes des supporters Cagliari envers Lukaku. P5, je te laisse réagir au début, du coup, de commencer cette discussion avec notamment voilà, toutes les informations que j'ai pu donner, que ce soit sur les ultras ou les communiqués de la Cour Nord. Il y a aussi, évidemment, on peut rappeler d'autres incidents, les cris racistes de la Juventus envers Lukaku, les bananes qu'on avait vues récemment lors de Inter Roma. Et P5, je me suis pour le moment limité aux informations à partir depuis 2019, donc de 2019 en 2023, ce qui fait les 4 dernières années seulement. Et il y a quand même une multiplication de ce genre d'événements, que ce soit raciste, des bagarres et tout ça. C'est quoi le problème, surtout sur les dernières années, qu'on connaît avec les ultras? Écoute, cette question, elle est assez compliquée parce que c'est une question très profonde. Avant toute chose, je pense que c'est intéressant déjà de rétablir un peu le sens du mot ultra, pour bien qu'on parle tous de la même chose. Donc moi, j'ai repris la phrase qu'avait donnée dans une interview, pardon, un historien qui est spécialisé dans l'étude historique de la culture ultra, qui s'appelle Sébastien Louis, qui avait dit dans une interview à un média espagnol, puisque ce média, on pourrait largement l'élargir à beaucoup plus de pays que l'Italie, où il explique qu'un supporter classique va encourager son équipe d'une manière plus ou moins active et plus ou moins régulière à la rencontre. Mais il y a des modèles radicaux qui émergent depuis les années 70, et notamment les ultras, qu'il faut différencier des hooligans. Un ultra qui est concentré sur l'organisation de l'ambiance lors d'un match de football. Donc rien qu'avec cette définition, déjà, tu comprends qu'un ultra a, disons, une importance un peu plus spécifique, un peu plus importante qu'un supporter, entre guillemets, lambda dans un match de football. Et en fait, le problème est là. Parce que comme tu l'expliques, cette importance, et là où je pense que tout le monde va me rejoindre, c'est qu'elle prend de plus en plus de place et qu'elle atteint un stade qui aujourd'hui peut-être dépasse complètement les bornes et les limites de l'acceptable. Donc le problème, en fait, pour moi, il vient déjà de là, qu'on n'ait pas réussi de base à le réguler avant. En gros, de prévenir et pas forcément d'essayer de guérir aujourd'hui. Malheureusement, c'est quelque chose de très compliqué. Tu as un déchaînement des passions qui implique le football et on se sert en fait tout simplement du football pour déchaîner ses passions. Après, là, j'ai parlé du fond, à savoir vraiment le déchaînement, tu vois, mais il se fait sous beaucoup de formes. Et pour moi, c'est là où en fait le problème est le plus important, c'est que la passion, elle peut se comprendre, elle peut s'entendre, il n'y a pas de souci. Mais par contre, il y a des choses en fait qui dépassent le cadre du football. Déjà que le football est utilisé dans ces choses-là, et même le sport en général. Mais là, tu vois vraiment qu'il y a des choses qui sont utilisées tout simplement, soi-disant dans le cadre du football, pour, entre guillemets, déstabiliser les adversaires. Et c'est là en fait où ça devient inacceptable parce que c'est des choses où ça devient plus sportif, ça devient sociétal. À savoir, par exemple, là, comme l'a dit le communiqué, notamment l'exemple qu'on voit beaucoup ces derniers temps en Italie, mais je tiens à souligner dans beaucoup aussi de pays, malheureusement, on aimerait le voir nulle part, c'est le racisme, qui est un sujet très sérieux et avec lequel tu ne peux pas rigoler, tu ne peux pas te permettre tout simplement de faire ce genre d'intervention. Donc honnêtement, connaître la source exacte du problème des ultras, je pense que c'est quelque chose de très profond et qu'aujourd'hui, je pense même les historiens, comme notamment Sébastien Louis, qui est un expert sur la question, ne sauraient résoudre de A à Z. Moi, pour ajouter à P5, je pense aussi que le développement des réseaux sociaux a fait que on parle beaucoup plus des problèmes dans les stades qu'on pouvait en parler avant. Parce que là, maintenant, tout est observé dans la seconde, c'est directement sur les réseaux sociaux. Donc, je pense que ça a aidé aussi à ce on en entend parler, je vais pas dire tous les jours, mais quasiment tous les jours. On a tous les semaines en Italie, on a une histoire par rapport à des ultras. Lukaku, c'était la semaine dernière. Il y a eu quand c'est pas l'Inter, c'est un coup c'est Milan, un coup c'est à Turin, un coup c'est à Rome. Donc je pense que les réseaux sociaux, ils ont pas aidé aussi à ce que ça. Ils ont pas aidé. Ils ont surtout développé à ce qu'on en entend beaucoup plus parler, parce que je pense que les problèmes des ultras, ils datent de. Moi, je me souviens dans les années 2000, à Meazza, ils avaient jeté un scooter de la tribune. Et il y a eu pas mal, même dans les années 80-90, il y avait pas mal d'incidents à cause des ultras. Donc, les réseaux sociaux, ils ont beaucoup aidé à ce qu'on en parle beaucoup. Et comme tu citais Sébastien Louis, c'est vrai que c'est un spécialiste à ce sujet-là. Il a fait pas mal de bouquins. C'est un problème aussi de société. À se demander si les gens ne débranchent pas leur cerveau quand ils vont au stade.
Moi, c'est la question que je me pose depuis quelque temps parce que c'est des gens, je pense que dans la rue, dans la vie de tous les jours, ils se comportent pas comme ça. Et pourquoi, quand ils vont au stade, ils se lâchent, ils font n'importe quoi? Il y a vraiment, moi, je sais pas. Je pense que il y a une, les ultras ont pris trop de pouvoir, mais les gens ont aussi plus de limites. Ils se permettent tout et n'importe quoi. Et du coup, comme on en parle beaucoup plus maintenant, vu que tout est scruté, ça aide pas. Moi, je le vois comme ça, en tout cas. Sur la définition de ce monsieur que je connais pas, sur la différence entre un supporter et un ultra, peut être d'accord ou pas d'accord. C'est vrai que l'implication d'un ultra au milieu de l'animation autour du match est clairement différente qu'un supporter qui s'assied, qui veut regarder le match. D'ailleurs, c'est ça une des différences. Moi, je suis allé quelques fois à San Siro avec les Ultras de Milan. Tu regardes pas le match. Non. Clairement, une fois sur deux, tu te prends une petite bouteille dans la tête. Après, tu as les banderoles devant toi. Tu as les mecs, les chefs des courves qui passent dans les rangs pour voir si tu chantes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, non, tu fais tout sauf regarder un match. Mais ce que je veux dire, c'est que la grande différence, et je pense pas qu'il y ait une grande différence entre les ultras des années 70, 80, 90 et aujourd'hui, comme il a dit fait. D'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui te permettent de savoir plus vite les choses. Avec combien de fois, via un téléphone, un mec, il filme et en fait, à côté, tu entends des phrases racistes. Ce qui s'est passé, par exemple, quand il y a eu les cris de singe sur Lukaku en Coupe d'Italie, quand il est à l'Inter face à la Juve. C'était un mec de la Curva qui était en train de filmer. Peut-être sans ça, on n'aurait jamais entendu, on aurait pu avoir la preuve que de ces cris de singe. Donc ça a été l'évolution. Après, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là se permettent certaines choses? De un, je pense que l'effet de groupe, c'est sûr que tu te sens beaucoup plus fort quand tu es à 60, quand tu es à 100, quand tu es à 1000, que quand tu es tout seul. Après, je pense que ces gens-là, aujourd'hui, souvent, c'est leur manière de se défouler, clairement. Parce qu'à un moment donné, comment tu peux expliquer qu'un mec, peut-être des fois lambda, dans toute la semaine, peut être quelqu'un de normal et après, quand il va au stade, il est prêt à faire des cris de singe envers un homme de couleur, tu vois. Moi j'arrive pas à me l'expliquer. C'est que ce côté-là, et on va pas me dire que il y a les gens dans le stade, comme beaucoup d'ultras me disent, hein, des gens qui sont dans les courves et ils me disent, ouais, mais moi je suis différent à l'extérieur. J'ai du mal avec cet argument. Non, non. Je pense que tu es pareil à l'extérieur, seulement que quand tu es au stade, tu fais ressortir toute ta haine et tu fais ressortir des fois ton dégoût de certaines personnes parce qu'il y a un effet de groupe et parce que tu te sens puissant tout d'un coup. Clairement, aujourd'hui, en Italie, les ultras ont pris un pouvoir, mais totalement déraisonnable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les présidents ne savent plus quoi faire. Les présidents ont peur. Aujourd'hui, ces ultras, c'est devenu limite une mafia. Il faut dire ce qui est, parce que il faut dire ce qui est. Toi, ton abonnement dans les courves, il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. C'est-à-dire que si toi, tu viens pas, eux, ils se font de l'argent sur ton dos en leur revendant la place à quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, les ultras, c'est devenu une mafia, c'est devenu une machine à sous sur lesquelles certaines organisations mafieuses ont pris la main dessus aussi. Commencer par exemple avec la Juve, avec la 'Ndrangheta. Donc voilà, maintenant, les solutions, peut-être on va en parler tout à l'heure, mais il faut mettre quand même des mots aux mots. Aujourd'hui, les ultras, c'est devenu des organisations mafieuses. Point. Je vais vous relancer du coup aussi les gars sur notamment ce que dit la Courva Nord dans le communiqué que je vous ai lu tout à l'heure, où il dit que vous devez comprendre que l'Italie n'est pas comme beaucoup d'autres pays européens où le racisme est un vrai problème. Et surtout, moi, entre guillemets, la phrase qui me choque, c'est « Nous sommes des supporters multi-ethniques, nous avons toujours été des multi, bien que nous ayons utilisé certains moyens contre des joueurs adverses dans le passé, et le feront probablement à l'avenir. » Fédé, en fait, le problème, il est vraiment là où ils voient le problème, entre guillemets, comme entre guillemets, on peut voir un mur, comme on voit une voiture et tout, mais tu as l'impression qu'ils ne le comprennent pas, et surtout que pour eux, ils n'en saisissent pas la gravité de ce qui se passe. Et encore une fois, là, on ne peut plus Fédé sortir l'excuse de non, mais là, c'est un individu, il ne faut pas généraliser. Là, c'est un communiqué officiel de la Courva Nord
en elle-même, juste après les incidents donc à Cagliari en 2019. Donc là, c'est pas un mec qui a tweeté sur son téléphone un truc complètement con. Là, c'est carrément une courbe, c'est carrément toute une courva, plusieurs capots, plusieurs chefs de capot qui se revendiquent d'affirmer cette position. Le FED, est-ce que le problème aussi, justement, il n'est pas là, c'est qu'en fait, ils comprennent même pas ce que ça veut dire. Pour eux, ils sont encore dans la vieille excuse de non, mais on fait ça pour le folklore, on fait ça pour déstabiliser l'adversaire. Mais entre guillemets, est-ce que si on va dans cette logique, pourquoi pas à ce moment-là même tirer sur l'adversaire? On prend une arme et on tire sur l'adversaire pour le déstabiliser, tu vois. À la fin, leur logique, elle peut presque ne pas avoir de fin et surtout, elle a des conséquences très dangereuses. Et comme il a dit Michele aussi, peut-être Félix, ce qui est fait au stade se refera évidemment automatiquement aussi dans la vraie vie, en dehors du stade. Donc, qu'est-ce que tu en penses notamment de ces deux phrases que je viens de citer, tirées du communiqué officiel de la Curva Nord de l'Inter? Ben, ton exemple du mur, il est pas mal parce qu'en fait, là, le mur, au lieu d'aller dedans, il contourne. En fait, ils vont toujours trouver un discours qui leur permet de. Là, le discours, en fait, il fait comprendre que ben, on fait des choses pas bien, mais on a eu beaucoup de joueurs de couleur. En fait, ils se donnent des excuses. Tu vois, c'est ce qu'on fait, c'est pas bien, mais on le fait pour déstabiliser l'adversaire. Et ça, je pense que c'est dans leur mentalité d'ultra. Alors, quand c'est les joueurs. Alors, moi, ce que je comprends pas, c'est que tu as des joueurs de couleur dans ton équipe, mais tu fais des cris de singe pour les joueurs de couleur de l'équipe adverse. Moi, c'est ce raisonnement-là que j'arrive pas à comprendre. Comment tu peux pas comment tes joueurs peuvent pas être touchés alors que tu fais ça pour les joueurs adverses? De toute façon, moi, j'ai toujours dit que tant que les 22 joueurs ils décidaient pas d'arrêter le match, je pense que ça continuera. Parce que tu as l'impression que, je vais pas dire les joueurs, ils sont complices de ça, mais ils ont tellement pris l'habitude que bah, du coup, ils laissent faire. Ce communiqué, c'est une honte à tous les niveaux. On va pas se mentir, les gars. Et les premiers qui doivent avoir honte de ce communiqué, outre la Curva Nord, c'est la présidence de l'Inter. Alors, je vais pas taper sur l'Inter. Là, on prend le cas de l'Inter. C'est pas moi qui ai choisi ce cas-là. Le président de l'Inter aurait dû tout de suite monter au créneau. Ok, très bien, on dissout la Curva Nord. Si aujourd'hui vous avez ces positions-là, c'est qu'en fait, on dissout Florentino Pérez. Il y a une partie des supporters Real Madrid qui ne viennent plus au stade parce qu'ils font partie de l'ultra-droite, où ils sont allés même loin, je crois même profaner la tombe de sa femme ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est des présidents qui ont du courage, qui ont des coronets, c'est-à-dire que à un moment donné, stop, il y a une limite. Il y a une limite aujourd'hui que vous avez franchie. Merci, au revoir. Si c'est pour éviter Mais après, c'est toujours ça, c'est une question de courage. Et aujourd'hui, la place et la puissance qu'aujourd'hui ont ces coups en Italie. En temps normal, dans un pays, pour moi, je pense, normalement constitué, ça, tu dissous la courbe. Mais non, tu as un communiqué. Voilà, on les voit encore tous les soirs. D'ailleurs, avec là l'histoire de la banane avec Lukaku. Voilà. C'est le manque de courage à l'italienne. Et pourtant, le président, il n'est pas italien. Mais justement, moi, je pense que le président, il a une peur bleue des Courroies. Il ose même pas. Ils osent même pas. Ils ont peur de la réaction. Quand tu vois quand ils ont décidé qu'ils veulent plus d'un entraîneur, ils s'amusent en ville à aller mettre des banderoles. Quand Zang, il dépensait pas d'argent dans le mercato, ils allaient mettre des banderoles sur le siège. Moi, je pense que les présidents, ils ont une crainte de. Une crainte, et après peut-être je monopolise sur la parole, et aussi un peu à un moment donné, aussi les joueurs un peu de courage. Les amis de Lukaku, l'Inter, à un moment donné, c'est bon, stop là. Ah, écoutez, c'est votre position. Quand on fait grève, à un moment, on monte pas sur le terrain avec des gens avec des positions comme ça aussi. À un moment donné, c'est pas que les joueurs de couloir qui doivent prendre cette cause à bras le corps. Il y a aussi peut-être des joueurs, blancs ou je sais pas quoi, qui peuvent aussi prendre ce fléau à bras le corps, dire stop, solidarité, on arrête de s'entraîner. Et il n'y a pas match tant que peut-être la curva n'est pas dissoute. Tu vois, moi c'est ça que je veux dire. Alors peut-être, moi je suis vraiment, peut-être les auditeurs, on dira, il est extrême, c'est ça, très bien. Mais si tu laisses à chaque fois passer ça,
En fait, après, ils vont aller toujours plus loin, jusqu'à des fois, en fait, on est jusqu'aux morts entre supporters. Et après, on s'étonne pourquoi. Bah oui, parce que si à chaque fois tu laisses passer ça, à la fin, après, qu'est-ce qui leur empêche de se taper dessus, de se tuer? Mais j'ai l'impression que même les joueurs, ils n'ont pas l'air solidaires entre eux. Parce que l'exemple Justement. de Juve Inter, tu as aussi, alors à l'époque, il était à la Juve Quadrado, et il y avait, je crois que c'était Danilo. Ils n'ont pas non plus. C'est des joueurs de couleur aussi, mais ils auraient pu prendre parti pour Lukaku et ils l'ont pas fait. Donc des fois, est-ce que le clubisme en plus, il passe par derrière? Et c'est un joueur de couleur, mais il n'est pas de mon équipe, donc je m'en fous. C'est là le problème parce qu'en fait, là, le problème, c'est que avec, là, on prend le cas du racisme, mais il y a plein d'autres choses, hein, malheureusement, dans les stades. Quand Michele parle justement des frontières qui ont été franchies, encore une fois, c'est pas en Italie, mais pour moi, je suis désolé, c'est impossible de faire une fixette dans un seul pays quand ça se passe dans plusieurs. Tu as eu Fabio Grosso qui a failli perdre un œil et qui aurait pu avoir beaucoup plus il y a quoi? Il y a même pas 2 semaines. Et finalement, la Ligue qui a décrété que le match se rejouerait entre guillemets normalement. T'as 100% raison, t'as Ouais. 100% raison. Non, mais c'est pour dire aujourd'hui que, et même les joueurs, Corentin Tolisso l'a dit en conférence de presse, que c'est pas normal qu'on ne sévise pas à ce moment-là parce que, en fait, le problème avec ces problèmes-là, avec les ultras en général, c'est que on laisse passer, comme dit Michele, et on va être les premiers, enfin, entre guillemets, on se met tous dans le même paquet, vous avez compris ce que je veux dire, mais on va être les premiers à vouloir chercher des solutions que en réaction. Alors qu'il faut anticiper maintenant. On a beaucoup trop laissé aller pendant beaucoup trop longtemps, et c'est là où je rejoins totalement ce qui a été dit avant, à savoir que la barrière, c'est pas qu'elle a été franchie, la barrière de l'extrême, c'est qu'elle a été franchie, refranchie, refranchie et refranchie. Enfin voilà, je vais pas abuser, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et quand tu parles, Fédé, justement, ouais, du clubisme, etc., moi j'élargirais ça encore plus loin, à savoir que les problèmes comme ça, c'est des choses sociétales, c'est des enjeux sociétaux, des choses qui historiquement ont pesé dans l'histoire de la civilisation humaine et pour lesquelles on se bat encore aujourd'hui. C'est comme si tu faisais un pas en avant et avec, pour rester poli, c'est crétin, on va dire, bah, tu fais 4 pas en arrière. Et regarde, moi je te donne le meilleur exemple parce que tu parles de Juve Inter. Mais pour moi, le meilleur exemple, celui dont je me rappelle très très bien et qui m'avait marqué, pas dans le bon sens, c'est Bonucci à Cagliari qui dit à Moiskin non, mais aussi, va pas les chercher. Je sais pas si je dis. C'était ça, non, les gars? Je crois que c'était ça, Bonucci qui dit non, mais va pas les chercher aussi. Ouais, c'est ça. Tu En gros, t'attires il des dit, problèmes ouais, bêtement. Et en fait, le ouais, problème, c'est il est ça. là. Et c'est pour ça que pour moi, et je vais réenglober comme j'ai pas parlé sur ce sujet-là, encore une fois, je vais être très clair, on en a déjà parlé, moi je condamne autant que vous. Je ne cherche pas là à justifier, je cherche à expliquer, ce qui est le boulot de base d'un historien comme Sébastien Louis, par exemple, d'expliquer pourquoi des phénomènes surviennent. Moi, quand je vois la déclaration, en fait, ça me choque, je pense, encore plus que vous, mais d'une manière différente, à savoir que je fais une vraie différence pour moi entre le racisme et le comportement raciste. Et pour moi, c'est la deuxième option qu'il y a dans les coups levés. Pourquoi? Parce que les comportements racistes, ça veut dire que tu t'appropries volontairement, et la phrase de Karim est révélatrice, tu t'appropries volontairement une cause, tu connais sa gravité, tu sais ce que ça engendre sur la société, tu sais les problèmes à quoi c'est lié tout simplement, mais tu vas quand même utiliser ça juste dans le simple fait, entre guillemets, d'un match de football. Parce que au final, on est tous d'accord, ça reste que du football. Et en fait, c'est pour moi là où tout simplement la barrière est franchie, c'est que c'est encore pire qu'un raciste, entre guillemets, parce que il y a raciste, il y en a malheureusement. Et ça, c'est triste. Et ils ont leur position, tant pis pour eux, j'ai envie de te dire, tant pis pour eux, mais au moins eux, ils assument. Alors que là, le problème, c'est que les mecs, ils utilisent des causes qui sont très très graves. Là on parle de trucs, pour moi, ça doit aller en tôle, ça doit. Enfin, tu termines quoi, tu le termines, le mec, et ils utilisent ces choses-là en étant conscients de la gravité des choses qu'ils font. C'est pour ça que, encore une fois, je répète, c'est totalement condamnable, mais moi, je reste persuadé que le problème, c'est la mentalité. Et Michele a raison sur le fait que oui, ils se défoulent dans les stades. Non, si ces mecs-là, ils font ça dans les stades, effet de groupe ou pas effet de groupe, c'est qu'ils le pensent aussi derrière. Par contre, je suis persuadé que ça reste des comportements racistes et c'est pour ça que moi, je ne réduirai jamais une curva à quelque chose de raciste. C'est un comportement qui est utilisé très très mal, c'est honteux, mais qui est utilisé juste dans le cadre d'un match de football. Et pour moi, de toute façon, j'ai envie de te dire, c'est le football qui meurt à cause de ça. C'est le football qui prend tout. Mais juste, voilà. Parce que quand je disais avant que comportement, les ultras sont devenus, alors peut-être pas tous, je ne vais pas généraliser, c'est devenu limite des organisations mafieuses. Qu'est-ce qu'il y a aussi aujourd'hui dans les organisations, dans la mafia en général? Il y a un mot, c'est l'omerta. Les courvets aujourd'hui, c'est pour ça ils ont des pratiques mafieuses. Alors peut-être voilà, c'est plus mieux. Ils ont des pratiques mafieuses. Ils pratiquent également l'omerta.
C'est-à-dire qu'il y en a 1, 2, 3, peut-être, alors on ne va pas généraliser, où c'est toute la courva qui est raciste, mais les 10 personnes qui vont faire secret de singe ou je ne sais pas quoi, ou qui vont je ne sais pas quoi faire, ils ne vont pas être dénoncés par les mecs de Bien la sûr. courva. Oh. Ils vont être protégés. Et c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, c'est devenu même. Ils ont un système mafieux où maintenant ils se font de l'argent avec les abonnements des sous-fifres. Personne ne parle il n'y a pas de délation. On se protège même pour des trucs merdiques comme ça. Et après, ils utilisent la peur, des représailles, des fois chez certains joueurs, comme on peut voir par exemple à la Roma, où ils sont allés menacer Karlsruhe, ils sont allés menacer Zaniolo, où il a dû partir de Rome. Il y a ça aussi, tu vois. Et il y a après tout le trafic de drogue derrière aussi. Il y a beaucoup de chefs mafieux qui en fait ont un gros trafic de drogue. Donc en fait, c'est pour ça que je me dis que Michele, il y a eu l'incident, tu sais, quand la Curva Nord aussi avait dégagé des familles aussi parce que ils respectaient pas, je sais pas quoi, à cause du chef mafieux qui était mort et qui les avait dégagés du stade. En plus, tu dégoûtes du football et tu fais peur à des enfants parce qu'il y a ton chef mafieux qui, je sais même plus qu'est-ce qu'il dit lui à ce niveau-là, qui est mort et du coup, je sais même pas ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont parlé, ce qu'ils ont pas parlé, j'en sais rien. Mais bref, peu importe ce qu'ils ont fait. T'as pas à les dégager comme ça du stade, comme si le stade t'appartenait. Et d'ailleurs, P5 justement, par rapport toujours par rapport aussi sur la partie problème un peu qu'on a chez les Ultras, c'est un peu ce qu'a dit Michele par rapport à l'Omerta. On a parlé un peu entre guillemets de la masse des Courvas en général. Maintenant, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu rapidement quand même, avant d'aborder la dernière partie, avant d'arriver sur les solutions, les chefs de file. On va les appeler chefs de file parce qu'ils donnent des fois différents noms. Donc voilà, ceux qu'on connaît qui sont souvent plus hauts que la masse et qui donnent un peu pour chantonner tout ça, qui sont un peu les leaders de chacune des parties des ultras. P5, quand il y a ce qui se passe dans les tribunes en Italie, dans tous les stades, on va pas nous faire croire que ces chefs de file n'ont pas des oreilles, n'ont pas même des gens qui savent un peu ce qui se passe, et un peu ce qu'on en avait parlé avec Fédé la dernière fois, c'est que rien ne se passe en Courva sans que les chefs de file, à un moment donné, en soient informés à un moment ou à un autre, et à un moment quand même généralement plutôt rapide. Est-ce que toi aussi, tu partages aussi l'avis de Michele qui parle d'Omerta, où même quand on a vu ce qui s'était passé avec les tribunes par rapport à Lukaku et les bananes, qui sont quand même, faut pas me faire croire qu'aucun capot, aucun chef de file a vu ça, a vu les bananes immenses, alors que du stade, enfin de partout à la télévision, on les voyait de partout. À un moment donné aussi, leur responsabilité, P5, est-ce qu'elle doit être engagée par rapport à ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas capables eux-mêmes de faire le ménage dans leur propre rang pour que faire en sorte que ce genre de comportement ne se fasse plus. Mais en même temps, P5, comme on l'a lu dans le communiqué de la Curva Nord, est-ce qu'ils ont vraiment envie que ce genre de comportement cesse? On peut se le demander. Bien sûr. Bah, pour répondre à ta première question, Karim, bien sûr. Bien sûr qu'ils vont pas aller poucave entre guillemets leurs semblables, dans le sens où ça nuirait tout simplement à leur organisation. Donc à partir du moment où pour eux ça leur est négatif, est-ce qu'ils ont un intérêt à le faire? Et c'est ça le problème. Michele parle d'Omerta, l'exemple est très pertinent. Moi, pour avoir une référence un peu plus historique, tu vois, je comparais ça à une monarchie absolue. À partir du moment où tu as des mecs en haut qui ont tous les droits, qui font comme ils veulent, est-ce que tu crois vraiment que le simple paysan dans son bourg, s'il lève la voix, il va pouvoir faire quelque chose? Il va se faire directement réprimer. Parce que quand ça va pas dans le sens de ceux qui sont tout en haut et qui gèrent tout simplement tout ça, bah forcément que ça va pas leur faire plaisir et forcément qu'ils vont tenter d'éviter. Et ça, on parle là pour le coup, petit aparté, mais on parle des ultras, des courves, mais ça c'est dans plein de domaines de la vie, hein. Et pas qu'en Italie aussi, encore une fois. Donc c'est pour ça qu'en fait, malheureusement, c'est un constat qu'on sait déjà et qui malheureusement est très compliqué de percer parce qu'elles sont tellement bien établies aujourd'hui, c'est tout simplement ces organisations que c'est très difficile de les démembrer. Et pour répondre à ta deuxième question, très rapidement, hein, et après je laisse la parole évidemment aussi qu'ils sont responsables. Et même s'ils ne veulent pas l'entendre, ça encore une fois, c'est aussi la base d'une organisation. À partir du moment où tu gères et où l'organisation est sous ton nom, sous ta responsabilité, à partir du moment où il y a un de tes membres qui fait de la merde, ou n'importe quoi, hein, ça peut être quelque chose de positif, hein, on ne sait jamais, peut-être qu'un jour les courves feront quelque chose d'intelligent, mais à partir du moment où c'est comme ça, c'est celui en haut qui prend. C'est à celui d'en haut qui a associé tous les actes. Donc à un moment donné, le mec, il doit aussi assumer tout ce qui se passe dans son environnement. Donc bien évidemment que ça doit revenir sur lui, et c'est d'ailleurs assez étonnant que ça ressorte jamais. Pour moi, l'événement qui a été pour moi l'apogée
l'ultra maintenant, c'est plus un simple ultra, c'est quelqu'un de politique, c'est quelqu'un qui est de tout ce qu'il y a de malsain autour du football. Ça a été la finale Napoli-Fiorentina Coupe d'Italie où en fait ils ont dû attendre le hockey du chef ultra du Napoli parce qu'il y avait eu un mec du Napoli qui s'était fait tirer dessus à Rome. Il y a carrément, je vais vous rappeler la scène hallucinante, il y a je crois le président de la Lega qui est descendu avec Hamsik négocier avec le chef ultra, le rassurer, dire non, c'est bon, il est à l'hôpital, il est en vie, et ça. Et le mec, il a dit, ok, alors c'est bon, on joue. On était arrivé à ça en Italie. Mais ça, c'est qu'un phénomène parmi tant d'autres. Et c'est pas qu'en Italie là-dessus. Mais je voulais quand même rappeler cet événement qui, pour moi, en fait, montre tout de suite ce système malade qu'il y a en Italie où ces mecs-là, en fait, ont tout pouvoir. Ils ont même le pouvoir de dire si un match de Coupe d'Italie, finale de Coupe d'Italie, puisse se jouer ou pas. Voilà. Et encore, c'est pas le pire. Hein. Parce que voilà, on parle de l'Italie. Moi, depuis tout à l'heure, vous voyez que j'aime beaucoup parler des autres pays, entre guillemets, parce que c'est important. Quand tu vois qu'en Espagne, tu as ce qu'on appelle les socios, parce que tu parlais du Real Madrid tout à l'heure, Michele, mais le Barça, il y a eu les mêmes problèmes. Hein. Le Barça, il y a eu les mêmes problèmes avec des groupes extrémistes qui sont des socios. Et ces socios qui sont d'ailleurs tout simplement associés au club directement. Directement, là, pour le coup. Tu vois, c'est limite encore pire. Et d'ailleurs, j'en profite, je viens d'y penser, il y a eu hier, à l'heure où on parle, hier, je pense que vous avez vu l'Assemblée Générale du côté de Porto. Au niveau de l'Assemblée Générale, il y a un mec qui s'est fait tabasser en socios, ce qu'on pourrait appeler, parce qu'il a dit quelque chose qui n'a pas plu. En plein milieu de l'Assemblée, en direct. Je pense qu'on a atteint des limites là qui sont. C'est plus des limites. Il y a eu le mort en Grèce. Le mort en Grèce, on n'en a pas mal. Il y en a plein des exemples. Mais moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'aujourd'hui, quand même, c'est qu'après, après, tu vas sur Internet, tu vois des comptes t'expliquer. Oui, mais parce qu'il y a une rivalité entre ci, entre ça, c'est le groupe PKK de je sais pas quoi là. Et en fait, ça leur donne ça donne de l'eau à leur moulin. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura toujours des personnes qui voient ça d'une manière un peu fanatique, un peu. Moi, je dis comme dit, il y aura toujours des bandeurs d'ultra qui seront là et qu'en fait trouveront toujours une justification. Mais oui, mais c'est parce que c'est la mouvance ultra, c'est comme ça, il faut l'accepter. Non, il ne faut pas accepter la mouvance ultra. D'ailleurs, bon, je félicite toujours les Anglais. Certes, c'était plus l'hooliganisme. Là, comme tu avais dit au début, il faut différencier l'ultra et l'hooliganisme, mais qu'ils ont vraiment, ils les ont vraiment jarté des stades. Et regardez aujourd'hui l'exemple de l'Angleterre. Moi, je te parle première ligue. Après, on sait très bien que plus tu descends dans les ligues, plus tu vas les retrouver là parce que les billets sont moins chers ou autre quoi que ce soit. Ils ont fait un vrai ménage. Donc, quand vraiment le pays a une vraie envie de se débarrasser de cette mouvance, t'inquiète que tu peux le faire. Mais en Italie, on veut pas, on n'a pas le courage. Après, attention, juste. Moi, Michele, c'est là où je mets une toute petite nuance. On est complètement d'accord, hein, évidemment. Juste attention, il y a une différence, encore une fois, entre expliquer et justifier. Dans expliquer, il y a condamner. Dans justifier, c'est pas pareil. Donc, quand tu parles des comptes, oui, ils expliquent ce qui se passe, mais pas tout le temps, du moins, moi, de ce que je vois, parce qu'on voit souvent les mêmes comptes, pas tout le temps, ils ne condamnent pas. Ils expliquent juste ce qui se passe. C'est comme un journal télévisé. Après, je suis d'accord avec toi qu'il y en a qui ont des discours qui tendent un petit peu à justifier, à tenter de faire oublier ça. Non, justement, il faut faire ressortir ça. Et c'est grâce à ces comptes-là, moi, je pense, qu'on peut se permettre de se rendre compte, tout simplement, grâce à la médiatisation en général, de se rendre compte du problème profond qu'on a avec les ultras en Italie et encore une fois dans beaucoup d'autres pays. Et comme ça, qu'on pourra mieux les traiter. Mais attention, je répète encore une fois, justification est différente d'explication et condamnation. Fédé, par rapport aussi aux ultras, on parlait des chefs de capot. Maintenant, on va un peu plus se concentrer sur les clubs aussi. Question entre guillemets très peut-être dilémique, j'ai envie de dire, Fédé. Est-ce que les clubs ont peur des ultras ou est-ce que les clubs n'ont pas envie de faire partir les ultras de leur stade à cause des revenus qu'ils génèrent, à cause aussi de la bonne ambiance qu'ils mettent, à cause peut-être de certaines relations privilégiées entre des présidents de clubs et des présidents de Courva? Pourquoi, entre guillemets, les clubs n'agissent d'aucune manière? Pourquoi la Ligue n'agit d'aucune manière? Pourquoi la Fédération n'agit d'aucune manière? Et même, on peut aller jusqu'à ce cas-là, pourquoi aussi le gouvernement italien n'agit d'aucune manière par rapport à la sanction d'ultra en Italie? Pourquoi personne au club, au gouvernement, à la Fédé, à la Ligue, ne fait rien par rapport aux ultras? Alors, pour ta première question, je pense que c'est les deux. Les dirigeants ont peur et ils veulent rien leur dire par rapport à tout ce qui est ambiance, tout ça. Je pense que c'est un tout. Eux ne veulent pas
Je pense qu'ils n'ont pas envie d'aller se frotter à eux, sachant comment ils sont, et c'est pareil. Mais après, tu dis la fédération, la ligue. Mais les fédérations, les ligues, ils sont déjà, ils les condamnent pas, et c'est leur image de marque. Moi, je vois par rapport à la Ligue 1 ou d'autres championnats, à chaque fois qu'ils prennent une photo pour vendre leurs produits, il y a des tifos derrière, il y a des fumigènes, alors que les fumigènes, logiquement, c'est interdit, tout ça. Donc, alors, ils en font, ils s'en servent pour leur pub, mais eux, ils condamnent, entre guillemets, c'est pas, quand tu vois là les sanctions pour Marseille-Lyon, je peux même pas appeler ça des sanctions, ils ont passé, c'est tout, ils ont passé, limite tant pis pour Grosso. Si tu écoutes la Ligue en France, c'est tant pis pour Grosso, quoi. C'est malheureux, mais voilà, c'est ce qui peut arriver. Et, et pour l'exemple de la Juve, c'est encore plus compliqué parce que c'est par rapport aux histoires de billetterie. Ils trouvaient les abonnements trop chers, donc ils boycottaient, ils faisaient que les matchs à l'extérieur. Donc et après, il faut pas oublier que les Courvois, elles sont ultra politisées. Et il y a une part de la politique dans le monde du football, ça joue beaucoup, je pense. Parce que tu as certains présidents, ils sont aussi ils sont administrateurs dans leur ville, tout ça, et ça reste des électeurs. Donc moi, je pense qu'ils veulent pas se les mettre à dos. De une, parce qu'ils en ont peur, parce qu'ils en ont besoin, et ils vont jamais les virer, c'est par rapport aux ambiances, au tifo, à tout ça. Hein. Moi, je pense pas qu'il se passera ce qui s'est passé en PL. Par contre, en PL, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont vidé les hooligans des premières divisions, mais ils se sont tous rabattus sur les divisions d'en dessous. Et le bordel, du coup, ben, il a été transféré dans les plus basses divisions. Donc si on fait ça en Italie, on aura comme dans les stades de PL des publics calmes, mais on va décaler le problème des ultras sur la série B, la série C, la série D. Où tu as aussi quelques problèmes avec les ultras malgré que c'est des divisions inférieures. Donc moi, je pense que le problème, il n'y a personne qui veut le régler parce que ça arrange tout le monde. Ils ont besoin d'eux, Moi, je les vois pas aller se mettre à dos avec les ultras des clubs, que ce soit n'importe quel président, que ce soit celui de Naples, de l'Inter, de Milan, de la Roma. Je pense que il y a peut-être une sorte entre eux d'accord, des limites à pas trop dépasser, parce que là, tous les incidents on a parlé, il n'y a pas eu de club qui a eu de retrait de points, il n'y a pas eu énormément des amendes. C'est bien beau de mettre des amendes, mais là, je crois que pour Inter Roma, c'était 5 000 € l'amende, donc c'est peanuts, quoi. Quand tu fais des soldes tous les semaines, payer une amende de 5 000 €, c'est que dalle pour eux. Vu le spectacle. C'est ça, c'est vu le spectacle proposé à côté, ils se disent si on paye même 5, 10 000 € d'amende, moi je pense que tant qu'il n'y aura pas de retrait de points, le problème il se réglera jamais. Parce que là, ouais, des amendes, ouais, moi je pense que c'est pas assez fort en fait. Ça va pas inciter les gens à se poser la question si on fait ça, notre équipe elle risque d'avoir 1, 2, 3 points en moins. Donc tout le monde y est un petit peu, tout le monde y est un peu dans sa mélasse quoi. C'est comme la politique en fait, tout le monde y s'arrange pour que on dépasse pas les limites. Moi je le vois comme ça, tu vois. C'est la ligue et la fédération, ils ont aucun intérêt d'aller mettre des grosses sanctions parce que c'est leurs produits qui vont dévaluer. Et surtout en ce moment avec les renégociations de droits télé, l'idée c'est pas de taper sur le football italien parce que sinon ils pourront pas vendre leurs produits au prix où ils veulent. Je sais pas, moi je le vois comme ça. Après Michele, peut-être supporter d'un autre club, je pense qu'il y a Non, mais tu as dit quelque chose de juste à un moment donné, c'est potentiellement des électeurs. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, tu as tout dit. Un exemple simple. Souvent, la Lazio est décriée pour leur racisme dans la Curva Nord ou quoi que ce soit. Vous savez, leur président Lotito, il fait quoi, lui, à l'extérieur en tant que. Il a un autre mandat. Il a bien sûr son mandat de président de la Lazio.
mais il est sénateur. Il représente un parti, Forza Italia, qui est quand même targué à droite, droite nationaliste, ce Forza Italia. Clairement, aujourd'hui, il n'a pas envie de perdre des électeurs. Point. Voilà. Ces types de personnes de la Curva Nord sont susceptibles d'être des électeurs pour son parti de Forza Italia. Donc pourquoi il va se mettre les pieds dans le sac et se tirer une balle dans le pied? À aucun moment. Pour lui, ça devrait être une cause pour lui pour éradiquer ces mecs-là de la Curva, parce qu'ils perdraient potentiellement des électeurs. En fait, l'histoire elle est très simple. Aujourd'hui, tout en Italie, on l'a dit maintes et maintes fois, tout est politisé. Il faut savoir une chose. Moi, comme dit, j'ai de la famille en Italie. Le système italien, t'inquiète pas, hein, c'est pas la méritocratie souvent. La plupart du temps, c'est je connais un ami qui, d'un ami, si et ça, est-ce que tu peux lui trouver un travail? C'est comme ça que ça se passe en Italie. La méritocratie, elle existe à moitié, hein. Donc toi, si toi, tu es directeur de telle équipe, tu es directeur du centre des jeunes, ci et ça, c'est que sûrement le mec, il savait, il connaissait, il avait il était connu pour après être placé ici ou là. Et c'est simple, aujourd'hui, c'est tout un système mafieux. Et on parlait souvent d'El Calcio pour ici et ça, avec le scandale qu'il y a eu, avec les matchs truqués, là, comme ça, avec les arbitres et compagnie. En fait, en Italie, c'est un système avec souvent, en plus à l'époque, en Italie, c'était les grands présidents des grands clubs, c'était des grands industriels, des grandes personnalités en Italie qui avaient énormément d'argent. En plus, derrière, le football, en Italie, c'est carrément c'est une économie, il faut dire ce qui est. Le football en Italie, c'est une économie. Quasiment toutes les églises en Italie, ils ont leur campetto di calcio, donc c'est pas un vrai terrain de foot, mais voilà, il y a pour jouer un 5 contre 5. Donc en fait, il y a tout ce système-là aujourd'hui que personne n'a envie que ça change, parce que si tu chamboules tout, tu chamboules toute une économie où derrière il n'y a pas des millions, mais il y a des milliards et des milliards et des milliards. Et dans cet écosystème, il y a les ultras qui régissent aussi, qui ont leur part du gâteau. Donc en fait, c'est bien simple. Il n'y aura jamais d'évolution en Italie parce qu'aujourd'hui, la mentalité, le système italien fait que ça ne bougera jamais. Ah bah, je finirai là-dessus, moi. Ta dernière phrase, pour moi, elle résume un peu tout, hein. À savoir qu'il y a un problème bien plus profond que l'on y pense. Et de toute façon, pour revenir à ce que vous disiez, je vous rejoins totalement, mais à un moment donné, ce débat-là, tu peux l'étendre à celui de la société, et ça rejoint encore une fois ce que disait Michele, mais quel intérêt tu as à mettre des bâtons dans les roues à des mecs qui te portent tes intérêts, qu'ils soient financiers, qu'ils soient politiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient tout ce que tu veux. À partir de là, je vois pas pourquoi on se demande pourquoi les mecs ne font rien, hein. Moi, je pense pas qu'ils aient forcément peur, hein. Moi, honnêtement, sur mon avis, je pense pas qu'ils aient forcément peur. Par contre, ils ont peur de la réaction et des conséquences que ça pourrait personnellement engendrer pour eux, parce qu'on est dans une société individualiste et que chacun fait pour sa pomme, quitte à balancer les problèmes et à les faire amplifier. On va du coup entrer gentiment dans cette deuxième partie de ce podcast par rapport aux solutions. Alors c'est pour ça qu'il faut bien distinguer deux choses. C'est pour ça que je fais un peu ce disclaimer tout de suite. Il y a les solutions qu'on a et après il y a l'application. Nous, on ne peut pas être chargé de l'application, bien évidemment, et on a vu que la volonté politique et la volonté des clubs n'est pas toujours présente. Maintenant, il y a quand même des solutions à présenter sur ces différents facteurs, que ce soit au niveau des Curva, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau de la fédération. Voilà, des mesures qui pourraient être prises pour changer justement ce système-là, comme je disais en Italie, parce que voilà, on est sur le football italien, on connaît plus le football italien qu'autre, et puis aussi par rapport à comment les institutions marchent en Italie. Écoute, Michele, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu proposerais toi comme solution pour voilà éradiquer les problèmes dont on a parlé justement dans cette première partie? Moi, c'est très radical, hein, et, je vais me faire peut-être pas des amis, mais il faut dissoudre les groupes. Il faut toutes les dissoudre et pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu repars sur une feuille blanche, quitte à peut-être que le dimanche, bah, tu n'as plus ces belles chorégraphies que tu peux des fois avoir à Saint-Cyr ou à l'Olympique ou quoi que ce soit, quitte à peut-être ne pas voir 6-7 fumigènes ou 4-5 pétards pendant le match. On s'en fiche. En Angleterre, ils s'en sortent très bien, hein, sans ça. Alors peut-être, oui, quand tu vas aller
jouer là-bas, ou je sais pas dans quel stade, peut-être ça chante moins, peut-être. Mais moi, le spectacle, je veux le voir sur le terrain. Moi, je veux pas le voir. Alors certes, ok, ça peut être sympa, hein, les belles chorégraphies des stades, je ne dis pas le contraire. Ça peut avoir même une incidence sur l'adversaire, qui peut-être peut être un peu timoré ou autre. Mais moi, le spectacle, je veux le voir sur le terrain. Je veux pas le voir à l'extérieur, première chose. Donc moi, il faudrait dissoudre les courves. Et j'ai trouvé une proposition intéressante. C'est suite à la mort de là, quand il y a eu en Grèce, où je crois ils ont dissous tous les groupes ultras, si je dis pas de bêtises, en Grèce. Et derrière, en fait, ils ont expliqué que les prochains, alors c'est pas le bon mot, je crois, ultra, groupe de supporters qui veulent se créer, déjà le siège du groupe de supporters sera dans le club. Et j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Comme ça, le club peut avoir un contrôle des personnes qui y adhèrent. Et voilà. Mais il ne faut pas passer par 4 chemins. Tu vas éradiquer ce système-là. Il faut raser et concevoir un système plus sain où derrière, toi, le club, tu as le contrôle de tes ultras ou ton groupe de supporters. Et là, tu ne pourras pas dire que s'il se passe quelque chose, mais la courbe, un cri de singe, ou après, je ne sais pas, ça se tabasse à l'extérieur du stade, tu ne peux pas dire oui, mais on ne peut pas tout contrôler. Si, avec ce système-là, tu peux tout contrôler. Toi, tes adhérents, si c'est un de tes adhérents, c'est pour ta pomme, donc c'est toi qui prendras des points en moins ou tu prendras une amende. Voilà. L'idée n'est pas forcément, tu vois, je la trouve pas si extrême parce que si l'idée derrière c'est de reconstruire quelque chose, moi je la trouve pas forcément si logique que ça parce que ce qui est important, là où je te rejoins pas, Michele, et je pense que c'est là où la discorde va commencer, c'est que moi je ne peux pas concevoir un football sans ambiance dans les tribunes. Moi je suis désolé, ce qui se passe, enfin pour moi un match de football a une importance beaucoup plus réduite évidemment. C'est d'abord le principal, si tu devais faire un pourcentage à 80% le terrain, ce qui se passe dans le jeu, mais aussi à 20% ce qu'il y a dans les tribunes. Et le meilleur exemple, je suis désolé, mais quand tu vas demander à un mec qui ne connaît pas trop le foot, alors là je vais sortir de l'Italie parce qu'on connaît bien les clubs, mais par exemple aujourd'hui, si tu vois un mec dans la rue et que tu lui dis, je sais pas moi, par exemple, tu connais l'Étoile Rouge de Belgrade, il va pas te dire, ah ouais, c'est Jean-Philippe Crasso qui joue en pointe de Ligue des Champions contre City. Non, 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 non. Ce qu'il va te dire, c'est que, ah putain, c'est pas, il y a de l'ambiance là-bas, il y a le feu, etc. Alors avec le pour et le contre, évidemment. Mais c'est pour ça que moi, l'identité du supporterisme, elle est très importante dans le football et c'est ce qui fait aussi sa nature et ce qui fait aussi la beauté du sport pour moi. Hein. Parce que oui, tu dis les ambiances à l'anglaise, etc. Mais après, c'est deux poids deux mesures. Hein. Moi, je suis désolé, quand je regarde un match de PL, honnêtement, quand il n'y a pas de jeu, c'est qui tout double. Hein. Parce qu'honnêtement, tu te fais chier encore plus. Hein. T'as rien à regarder, t'as rien à faire, t'entends rien. Quand tu vas au stade, c'est morose. Déjà, je sais pas si c'est déjà allé au stade en Angleterre. Moi, honnêtement, je suis désolé, je trouve ça morose. Donc honnêtement, peut-être reconstruire le système, je suis complètement d'accord. Moi, j'aurais proposé autre chose, c'est qu'il ne faut pas brusquer non plus. Je suis pas d'accord. Ton idée, pour moi, ce qui me gêne, c'est elle est trop brusque, elle est trop brutale, et je pense que ça pourrait avoir un retour du bâton un peu fort sur le coup, tu vois. Parce qu'en face, on parle quand même de personnes, on parle pas entre guillemets, même si c'est pas bien, hein, mais on parle pas de raser des arbres où les arbres, ils peuvent rien dire. Hein. Là, on parle de mecs qui pourraient, vu, en gros, quand tu prives un enfant gâté d'un coup de tout ce qu'il a, je peux te dire qu'il peut s'énerver et ça peut aller faire des choses encore plus mal, tu vois. Donc, il faudrait soit anticiper ça, soit alors, moi, je partirais sur quelque chose pour réduire leur influence, mais de façon tranquille, tu vois. Un peu, j'ai pas envie de dire en leur cachant, mais disons en y allant plus tranquillement et en leur faisant comprendre gentiment, tu vois, que le processus, ça va être de gentiment les écarter. Alors, j'ai pas la prétention de donner beaucoup d'exemples parce que je pense qu'encore une fois, c'est un sujet qu'il faudrait traiter de fond en comble et il faudrait vraiment penser avec minutie à chaque chose que tu fasses pour pas que ça brusque trop, justement, parce que moi j'ai peur des conséquences de ça. Enfin, j'ai peur, je pense aux conséquences, mais Voilà. par exemple, vas-y. Je- oh, tu te rappelles quand Arnautovic là, il a signé à l'Inter là, quand J'allais il y a venir. fait sa visite Juste, médicale, j'allais y où il venir. a dû saluer les chefs. En fait, ce que je veux dire par là, c'est tu parles à des mecs, c'est des mecs, tu vois leur gueule. Il faut pas que ça soit tes amis, tu vois ce que je veux dire, tes ennemis. Donc en fait, moi, ta mesure peut être bonne. Moi, je suis pas contre. Moi, je suis ouvert à tout n'importe quel. Mais il faut savoir en face ces personnes-là. Tu parles à des gens, des fois extrêmement violents, qui peut-être derrière sont à la tête de réseaux de raquettes, de trucs de drogue. Donc y aller gentiment avec ces gens-là, ça ne marchera pas. Oui, Ça ne mais marchera pas. gentiment, mais là, je te dis pas forcément directement. T'es pas obligé de leur dire droit dans les yeux, ok, on va vous enlever gentiment ça et ça, s'il vous plaît, comprenez-nous, par pitié, soyez gentils. Non, c'est pas ça que je te dis. C'est un peu vicieux, mais je te dis un peu faire ça entre guillemets en soum soum. Et le meilleur exemple que tu me donnes, c'est justement, or c'est une toute petite idée, hein.
c'est vraiment histoire d'illustrer un peu mon propos. Mais tu vois, par exemple, du côté de l'Inter, forcément, qui est le club que je connais le mieux, tu vois l'accueil des ultras lors de la visite médicale. Bah, par exemple, ça, tu l'enlèves. Mais tu dis pas officiellement, on arrête, il n'y a plus personne. Tu dis, tu fais ça maintenant en privé, et les mecs viennent plus. Et sont plus du coup associés lors de l'arrivée de joueurs au club. Et tu vois, ce genre de petites mesures, petit à petit, tu les mets à bout. Moi, je pense que ça peut permettre de faire quelque chose sans brusquer. Parce que je te dis, moi, dans ta solution qui est un peu radicale, ce qui me fait peur, c'est comme tu dis. Et honnêtement, là, tu nourris, enfin, tu mets de l'eau dans mon moulin. Quand tu dis que ces mecs-là sont violents, etc., si tu leur enlèves tout d'un coup, tu crois pas que. Enfin, moi, je pense vraiment qu'ils vont encore avoir plus là. Hein. Ils vont l'avoir là. Hein. Mais juste, Goual, par rapport sur ta solution, moi, il y a un truc quand tu as dit, voilà, on fait la visite médicale un peu en soum-soum et on leur dit pas, mais le problème, Goual, et ça, c'est dans tout un peu les pays, c'est que ces mecs-là en Courva, ils ont des infos à l'intérieur du club. Donc, en fait, toi, tu prévois ta visite médicale le mardi après-midi de 14h à 15h et personne n'est au courant, tu laisses pas filtrer. Ouais, mais le problème, c'est que au CONI ou dans un autre bâtiment ou carrément au club, il y aura un mec qui parlera. Il y aura un mec qui informera un chef capot. Ah, t'as vu, Sanchez, il va passer sa visite médicale demain après-midi Oui. de 14 à 15h. 14 à 15h, les mecs sont à 13h30, Oui, ils sont tous je vais devant. Pour vous dire, l'exemple. pour moi, oui, non, mais pour moi, l'histoire de la visite médicale, pour moi, c'est un faux problème. C'est-à-dire que c'est pas là où en fait ils me dérangent les ultras. Non, mais Qu'ils aillent visiter un futur joueur qui l'encourage devant la visite médicale, à la limite, je vais dire, si c'était ça les ultras, bah, tous les jours je les accepte dans les stades. Tu vois ce que je veux dire? Moi, oui, bien sûr. c'est plus aujourd'hui ces personnes-là. Comme j'ai dit, tu vas parler à des gens intelligents qui ont des sources à droite, ci et ça. Y aller doucement avec eux. Bah, bien sûr que moi, dans ma solution, tu dissous les courbes et bien sûr que ça va faire un gros bazar. Bah, ça, je suis pas. Mais en fait, si toi tu fais à chaque fois les choses à moitié, t'inquiète pas, il y aura toujours un, deux, trois qui vont rester en fait dans le système. Et petit à petit, le système va se remettre en place. C'est toujours comme ça. Donc en fait, c'est malheureusement avec ces personnes-là, c'est tout ou rien. Et ces gens-là n'accepteront jamais de partager leur part du gâteau dans leur business. Donc c'est soit tu coupes à la racine, soit le fruit sera toujours pourri. Ouais, je t'entends. Et pour terminer, juste, je rebondis sur mon exemple qui a peut-être été mal compris. L'idée, c'est pas de dire que c'est la manœuvre principale que je mettrai en œuvre. C'est vraiment, je vais vous dire, hein, j'ai réfléchi, j'ai pas eu d'idée. J'ai pas eu d'idée claire et nette parce qu'encore une fois, j'ai pas la prétention de pouvoir répondre à ces problèmes-là de ma maigre position depuis mon lit, quoi, depuis ma chaise. Mais avec cette idée, tu vois, là, par exemple, on parlait de la privatisation, etc. Moi, je parlais pas forcément de ça. Mais tu vois, rien que le truc, par exemple, de pas faire sortir le joueur. Pourquoi le joueur il sort? Enfin, c'est un problème minime, encore une fois, on parle d'un exemple minime, mais pour ce cas-là que j'ai trouvé, le joueur il sort pas. Tu l'as fait pas en privé, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais le joueur il sort pas. Pourquoi il viendrait saluer? Le mec il fait sa visite, il sort, après il va au siège de l'Inter, il prend sa photo, basta. Est-ce qu'il est obligé de sortir pour aller faire 2-3 photos où il lève le pouce? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est profiter de cette petite faille-là pour petit à petit faire changer les choses. Je prétendrai jamais, encore une fois, et comme tu l'as dit, Michele, que ce soit la bonne idée, mais moi, c'est celle que je préconiserais et celle à laquelle j'adhérerais le plus pour éviter, encore une fois, de brusquer ce qui reste mon mot principal. Mais il y avait un outil qui avait été créé, justement, la Tessera. Parce qu'en 2006, je crois que c'était 2005 ou 2006, il y avait eu des affrontements au Derby de Sicile. Et ils avaient justement créé la Tessera pour ficher les supporters. Mais les mecs, Oui. ils veulent pas être fichés. Italien. Moi, la Tessera del Tifoso, c'est si toi, tu es résident italien. Ouais. Non, moi, je suis étranger. Non, maintenant, tout le monde peut l'avoir. Tu vas sur le site de ton club, tu fais la demande. Tu es obligé d'envoyer, fournir tes papiers d'identité. Tu prends une photo, tu es obligé de Ouais, prendre je les ai une fait photo. avec mes papiers français, moi. J'aurais pu faire avec les Italiens, mais j'ai fait avec les Français. Ouais, moi, à l'époque, j'avais que mes papiers français et c'est ma deuxième Tessera que je fais. Mais c'est pareil, il y a des supporters qui en veulent pas. Parce qu'ils ils veulent pas être fichés. Donc, c'est-à-dire que ben, ça veut dire je vais au stade, je peux faire des conneries, on va pas savoir que c'est moi. Alors que si elle devient obligatoire pour toute personne voulant aller au stade, je pense que ça va en calmer certains. Parce que là, il y en a beaucoup qui savent qu'ils seront pas retrouvés ou même si tout le monde les a vus, on leur dira rien. S'il y a une menace, et je pense que maintenant on vit dans une société où
faut mettre une épée de Damoclès au-dessus des gens. Il y en a beaucoup, ça va les calmer. Ils vont se dire, ah ouais, mais si je fais ça, je risque d'avoir des problèmes, vu que sur la Tessera, il y a ma photo, il y a mon nom, il y a tous mes papiers. Fede, toi, quand tu vas, vu que tu vas souvent, toi, tu es déjà allé une courbe ou pas quand tu vas voir les Ouais, matchs de l'Inter? j'ai déjà été plusieurs fois. Ok. T'as déjà vu les stadiers, comment ils te fouillent et comment ils regardent ton billet? Ouais, s'ils contrôlent même pas, ils contrôlent. Ouais, Mais je peux les ouais. comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu vois 10 000 gugus habillés en noir en train de crier, ou en fait, toi, en tant que stadier, tu es juste là à la base, juste pour contrôler les billets, et que qu'est-ce que tu vas te mettre dans un bourbier à dire aux 10 000, oh, oh, calmez-vous les gars, maintenant c'est chacun son tour, tu vois ce que je veux dire, il y a aussi, Après, il y a cette thèse à la Deltivose, mais moi, franchement, les fois où je suis allé à San Siro, alors, quand tu vas dans les courves, crois-moi que les stadiers, mais te contrôlent c'est contrôle pas Dubaï. en fait. Ah Tu bah, ne contrôles moi, j'ai pas. une Les mecs, anecdote. Hein. Moi, j'ai Alors un que vas-y. ami qui a réussi à rentrer sans ticket, sans billet. Hein. Il a réussi. Hein. Enfin, Ah alors oui, qu'il s'était brouillé, mais il a réussi. Alors que quand tu es dans les autres tribunes, tu es bien plus contrôlé quand même. bah, bien sûr, mais parce que comme je t'ai dit, quand tu vas voir 10 000 gugus débarquer, toi en tant que stadier, tu vas pas faire le Rambo. À un moment donné, tu tiens à ta vie, quoi. T'es même pas payé au SMIC, alors Tu n'es même pas payé au SMIC et tu vas Mais donner ta vie pour en mais fait des mecs qui vont. Hein. mais l'outil, tu l'as en fait. C'est parce que ça, limite, c'est devenu, ça a été sur le fait. Après, à l'époque, c'était, mais là maintenant, elle sert quasiment à rien. C'est devenu juste une priorité sur les billetteries. Nous, à Oui, l'Inter, c'est une voilà, C'est vrai. priorité. exactement, Inter exactement. Club, Tessera, et après, c'est la vente libre. Alors qu'à la Exact. base, ce serait un truc pour plus sécuriser. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de pères de famille qui vont avec leurs enfants au stade. On leur dit, écoutez, la Tessera deviendra obligatoire pour aller au stade. Je pense que la personne qui va au stade pour supporter son équipe, chanter, et à la limite sauter, faire la fête, tu vois, ça va pas la déranger que sur une carte, il y a sa tête, parce que la personne, elle sait qu'elle va pas faire de conneries. Ceux qui refusent ça, c'est les gens qui savent qu'ils vont au stade avec des mauvaises intentions. Je dis pas qu'ils vont tout le temps faire des trucs de merde, mais Ils savent qu'ils en l'épée, sont capables. voilà. Donc l'épée de Damoclès, c'est comme en France avec l'utilisation des fumigènes. Dans les clubs, ils voulaient des gens qui donnent leur identité pour gérer ça, que ce soit toujours les mêmes, des gens les former. Ben, t'as des supporters, ouais, mais on est fichés. Bah ouais, mais les gars, attendez, vous allez donner des fumigènes à n'importe qui va faire n'importe quoi avec en plus l'alcool dans les stades. Ça va finir en carnage. Donc à un moment, les gens, il faut qu'ils se responsabilisent d'eux-mêmes. Et moi, je pense que la Tessera obligatoire pour tout le monde, ça, ça serait une bonne solution parce qu'il y a les gens avec la peur d'être retrouvés, ça va peut-être les empêcher de faire n'importe quoi. est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu penses que ce serait une bonne chose de monopoliser malheureusement les forces de l'ordre à chaque réception de l'Inter, à chaque réception de la Juve, à chaque réception de la Lazio, qui voilà, tu parlais du stagiaire, qui voilà, que ce soit pas un pauvre stagiaire qui fouille entre guillemets, mais plus des forces de l'ordre qui disent aux mecs de la Courva, cette fois-ci c'est un par un, on va rentrer et on va fouiller ce que vous avez. Est-ce que tu penses que c'est une solution applicable en Italie? Alors, avant, vous parliez de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et l'exemple, alors, je ne sais pas si, oh non, je pense que c'est le fruit du hasard. J'écoutais hier le podcast, enfin, sur la chaîne YouTube de Zach Nani. Tu sais, il reçoit souvent des anciens sportifs, ci et ça. Il a reçu un ancien basketteur. Bon, je ne sais plus son nom. Et il parlait il lui a demandé un peu les ambiances chaudes dans le basket et il a parlé, bah, elles sont en Europe, en plus il a joué en NBA le mec. Il dit, Séraphin, voilà, Kevin Séraphin, il dit, bah moi c'est l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est un truc de malade. Il m'a dit, tu rentres dans le stade, tu as en fait des CRS qui entourent tout le stade et en fait après tu as tous les mecs autour là qui chantent et ci et ça. Il m'a dit, franchement, tu sais que dans le basket, souvent, en plus, il y a du trash talking, ci et ça. Il m'a dit, le mec, j'avais peur de jouer parce que après, tu as quand même les supporters à quelques mètres de toi. Tu te dis, si tu commences à faire le malin, ils peuvent vraiment venir à 50 sur toi et te tuer, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux mettre même des policiers en train
en train de vérifier ces mecs-là. Le problème, il n'est pas là. C'est, comment dire, c'est eux, quand tu as un mouvement de foule de 5, 10 000 personnes, des fois, il y a des Lécouves, ils sont 10 000. Ils sont 10 000, donc tu peux mettre je ne sais pas combien de stadiers au début. C'est ça que je veux dire, c'est que le mouvement ultra est là pour souvent même impressionner, intimider, faire peur. Et je ne vais pas te mentir, et je pense que même les flics, à un moment donné, ils sont dépassés par aussi le nombre de ces personnes-là. Donc, moi, est-ce que c'est une solution de mettre des flics à la place qui vont commencer à regarder si toi tu rentres pas? C'est possible dans la mesure d'un certain nombre. Et quand tu as des découvertes qui sont 10 000, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois? Je ne sais pas si tu as compris un peu mon raisonnement. C'est là où, en fait, on sera toujours un peu, comment dire, pris les pieds dans le plat. C'est le nombre aujourd'hui de certaines courbes et qui sont, pour moi, je pense, incontrôlables et tu ne peux pas tous les vérifier, quoi. Ouais, t'imagines, il te faudrait combien de flics si t'as une courbe de 15 000? Ça te ferait un paquet de forces de l'ordre, hein, que ça monopolise. Hein. Sachant que tu as 10 matchs par week-end. Dans le nord de l'Italie, tu as pas mal de clubs. Niveau force de l'ordre, ça ferait, ouais, tu mets quoi, 5 000 flics en bas de chaque courbe pour contrôler tout le monde. Mais après, c'est pareil. Tu peux mettre des flics qui vont contrôler les gens à l'entrée. Si les gars, dans la tribune, il n'y aura plus les flics. S'ils ont envie d'être débiles, ils le seront toujours. Ouais, mais je parlais surtout d'armes dangereuses, par exemple. Tu vois, mais ça, il fallait rentrer avant. Et moi, j'étais en début d'année en Hollande. Ils étaient interdits ils n'avaient pas le droit les supporters, non, c'était le club qui recevait, il n'y avait pas le droit il y avait pas le droit aux fumigènes. Sauf que, 3 jours avant, ils avaient déjà tout caché dans les bâches. Ils savaient qu'ils allaient être interdits le week-end de fumigène parce que c'était un derby. Et ils sont venus 3-4 jours avant, ils ont leurs bâches qui sont tout le temps là. Et tout y était caché dedans. Non, là-dessus, je rejoins Michele. Pour moi, cet exemple-là, en tout cas, selon moi, selon mon avis, c'est peine perdue. Autant être radical, quoi. Parce que pour moi, tu fais beaucoup d'efforts pour rien. Et la monopolisation d'autant de forces de l'ordre, je pense qu'elle peut être plus importante pour des choses, malheureusement, qui sont beaucoup plus graves, tu vois. Et c'est triste d'en arriver là et à dire ça, tu vois. Mais je pense que c'est une peine perdue, entre guillemets. Puis c'est surtout que tu as déjà pas mal de forces de l'ordre autour du stade par rapport à la circulation, aux alentours. Si tu dois en rajouter pour contrôler, pour faire des fouilles sur les gars de la Courva, niveau budget, c'est. Et au-delà du budget, hein. Imagine, tu as un truc très important à faire en parallèle. Il faut avoir les interventions. C'est ça. Puis c'est surtout que dans le nord de l'Italie, regarde, tu peux avoir des mêmes week-ends, l'Inter ou l'Atalanta qui joue, il y a 50 bornes. Tu as Monza qui est à côté aussi, donc ça fait que tu as au moins 2 stades qui jouent par week-end. Après Monza, Atalanta, il est beaucoup plus petit le stade, mais ça fait quand même des forces de l'ordre qu'il faut monopoliser et tout. Et moi, ça me paraît impossible à faire, je pense. De toute façon, il faut responsabiliser les gens. C'est ça le truc, c'est que les gens, faut qu'ils comprennent un jour que leur comportement il est pas bien et il faut l'éducation. Ouais, l'éducation, ça, l'éducation, c'est fini quand ils sont adultes. Mais quand ils sont adultes, mais on peut sauver les prochaines générations. Enfin, on peut tenter de faire quelque chose avec les prochaines, même si je sais que ça paraît dérisoire encore une fois. Pour moi, de toute façon, l'éducation, c'est la base. Pour moi, c'est la réponse à beaucoup de problèmes dans le monde. Hein, si tu veux, regarde, s'il y a un gosse, il voit son père faire des cris de singe ou des bananes. Le gamin, on va dire, il y a 10 ans et le père, il y en a 40. Le gamin, quand il va grandir, il va dire « Ouais, mon père, il le faisait. » Donc, Et puis il lira les communiqués de la Courva Nord qui lui dira que non, mais ça sert juste à déstabiliser l'adversaire, donc tranquille. Pour l'histoire de déstabiliser l'adversaire. Mais il y a tellement autre chose pour le faire. Tu vois, là, on parle de Lukaku. À la limite, les sifflets comme Donnarumma, tout ça. Mais contentez-vous de choses qui passent dans la morale. T'es pas obligé d'employer du racisme ou tout ça. Un joueur comme Lukaku, il est parti, toute la courbe, elle a des sifflets, elle le siffle. C'est tout. Ça reste le foot, c'est le chambrage, les tifos, tout ça. Il y a assez de choses pour mettre.
quand ça touche le cadre sociétal, c'est juste ça. Quand ça touche le cadre sociétal, c'est que les barrières ont été franchies, elles ont déjà été franchies trop de fois. Depuis longtemps. Ouais, puis Trop c'est longtemps. C'est ça ce truc. tellement répétitif et qu'on laisse à chaque fois faire. Donc, du coup, les gens ils se disent, bon, ça a été fait dans le passé, il n'y a pas eu de sanction. Bon, vas-y, on va recommencer. Eh ben, écoutez, messieurs, je pense qu'on a donné un peu toutes les solutions qu'on pouvait donner. Maintenant, on va voir si peut-être un jour elles seront mises en application, en espérant que voilà, il n'y a pas un drame qui se sera passé pour que ces solutions soient mises en application. On va terminer du coup, les gars, par le traditionnel quiz du podcast. Donc, il y a Michael en plus qui est là, donc il pourra peut-être avoir aussi potentiellement aussi sa première victoire. Cette fois-ci, on n'a pas fait un quiz Inter, j'ai plutôt fait un quiz Serie A en globalité avec les chroniqueurs qui auront chacun une de questions sur leur thème de préférence. Donc pour Gauthier, c'était les Argentins à l'Inter. Pour Fédé, c'était l'Inter de 98. Et pour Michele, c'était évidemment Monsieur Baggio comme thème. Est-ce que, messieurs, vous êtes prêts pour le quiz? Bien sûr. Première question. Quelles sont les 3 meilleures équipes de l'année 2023 en Serie A en termes de points et dans quel ordre? C'est-à-dire qu'en 2023, si on prend le classement juste de l'année 2023, donc de janvier à aujourd'hui, quelles sont les 3 meilleures équipes de Serie A? Donc une sorte de classement généralisé. Je vais faire tour par tour et celui qui aura le meilleur classement, celui qui aura le bon classement aura le point. P5, je te laisse commencer. Quelles sont les 3 meilleures équipes de l'année 2023 en Serie A? Écoute, je vais commencer. Je vais quand même essayer de la jouer comme ça. Je vais te dire Juve, Inter et compliqué. Hein. Compliqué, Juve, Inter et je vais te dire, allez, on va faire classique, on va tenter Milan. Juve, Inter, Milan pour l'année 2023, les 3 meilleures équipes en termes de points? Ouais. Ok, Fédé? 2023. Quels sont les Naples, trois? Juve, Inter. Naples, Juve, Inter. Michele? Naples, Inter, ça c'est sûr, les deux. Ah, il faut le bon ordre aussi. Donc, est-ce que tu le mets dans cet ordre-là, Naples, Inter? Oui, pour moi c'est Ok. Naples. Mais attends, ils avaient 40 points d'avance l'année dernière à la fin du championnat. Ok, Donc Naples, là, Inter. donc Naples, Inter, ouais, je pense Juventus 3. Eh bien, malheureusement, aucun point pour cette première réponse. Le premier de l'année 2023, donc du 1er janvier au 14 novembre avec toute la série accumulée. L'Inter est première avec 73 points. Le Napoli est deuxième avec 70 points. Et celui que vous n'avez pas trouvé, la Lazio est troisième avec 61 points. La Juventus et le Milan suivent juste après, mais c'est bien la Lazio qui est passée devant grâce à leur bon début de saison, malgré leur début de saison calamiteux là, mais ils ont bien mangé sur ce qui s'est passé en 2023, donc sur la précédente saison. Donc malheureusement, pas de point pour cette première question. On passe tout de suite à la deuxième question, et là, on arrive à la mort subite. Donnez-moi, donc chacun votre tour, on commencera par Fédé, puis P5, puis Michele. Donnez-moi les 15 joueurs les plus chers arrivés cet été en Serie A sous forme de transfert sec. Ni prêt avec option d'achat, ni prêt payant, je veux juste des transferts secs qui ont été payés, enfin pas payés, mais qui ont été réalisés cet été. Donc Fédé, je te laisse commencer, et celui qui n'en a pas aura perdu, et on gardera évidemment le dernier. Vous connaissez le principe de la mort subite. Donc les transferts secs. Les Scamacca. 15 joueurs les plus chers. Scamacca. Alors attendez, c'est les 10, pardon. 10 transferts les plus chers. Donc tu gardes Scamacca, Fédé? Ouais, je garde Scamacca, ouais. Gianluca Scamacca, c'est une bonne réponse. P5. Les 10 joueurs Pavard. les plus chers arrivés cet été. Benjamin Pavard, c'est une bonne réponse. Michele? Je suis en train de... Les transferts secs. Sec. Bah alors t'as Pas de prêt avec option d'achat, pas d'obligation d'achat. Moussa, non? Milan. T'as Moussa, exactement. Moussa qui caracole avec, qui est 10e de cette liste. Yunus Moussa, donc ça fait 3. Alors, aussi, c'est pas les prêts avec option d'achat, par contre, il y a des obligations d'achat qui ont été levées aussi cet été. C'est ce que j'allais dire. Voilà.
Donc voilà. Les prêts avec option d'achat type Fratesi, par exemple, je le donne parce qu'il n'est pas dans la liste, eux sont pas pris en compte, mais les obligations d'achat qui ont été levées cet été, eux sont pris en compte. Donc là, on en a 3. Alors, les prêts qui ont été. Locatelli. Locatelli, 4. Chukwueze. Chukwueze, 5. Michele. Putain, si je dis pas de bêtises, il y avait aussi il y avait Chiesa. Chiesa, non, c'est pas cet été, c'était l'été précédent. À toi, Fédé. Alors, Ah non, putain, c'est pas lui. Putain, fais chier. C'était pas lui, c'était l'été précédent. Non, c'est le. Putain, fais chier. C'est le défenseur. Alors, Fédé. Casale. Casale. Ouais. Casale n'est pas dans cette liste. T5 pour valider. Reinders. Reinders n'est pas dans cette liste, donc on va devoir continuer le tour. Yes. Non, Reinders, il était moins de 20, il est à 18. Reinders n'est pas dans cette liste, donc Michael, tu es sauvé, on va continuer le tour. Hein. Ah bah alors, oui, mais je suis con. Attends, non. Attends, 2 secondes. Allez, quelques secondes avant que... Pulisic. On continue avec Fédé. Bah, top 10, on a déjà sorti 10 noms. Non, il me manque 1, 2, 3, 4. Il manque 4 noms. 5 noms même, il m'en manque 5. Une option d'achat qui Ouais. Je vais vous donner un petit peu des indices. Ah oui, c'est bon, je l'ai l'autre. Si non, je l'ai l'autre. L'option d'achat, je l'ai. Alors Fédé, est-ce que tu l'as ou est-ce que tu passes ton tour malheureusement? Ah, moi je passe mon tour là, j'ai pas. Allez, Fédé passe son tour. T5, c'est à toi. Sans option d'achat. Pas de prêt option d'achat. Par contre, comme j'ai dit, il y a des obligations d'achat qui ont été levées cet été. Des joueurs qui ont été prêtés les années précédentes. Bremer, ça ne passe pas. Michele, pour valider. Putain. Alors, je sais que c'est un mec du Naples. Mais en fait, là, c'est... Oh, attends, je l'ai. Allez. Alors, attends, c'est ou Simeone ou c'est ou Raspadori. Mais après, Raspadori, je ne sais plus. Attends, il est arrivé cet été ou pas? Allez, Michele, il faut que tu valides. Sinon, il n'y aura pas de point pour cette réponse, pour cette question aussi. Attends. Mais attends, juste, Raspadori, c'est un prêt en option d'achat. Putain, je sais plus. Fais chier, vas-y, je mets Raspadori. Putain. Raspadori? Ouais. Eh bien, c'est Raspadori. Obligation d'achat levée pour 26 millions d'euros. 25, ouais, c'est ça. 26 millions d'euros. Donc, il vous a manqué Manuel Locatelli, 30 millions. Non, il l'a dit. Il l'a dit. Oui, pardon. Lindström, Moiskin, El Bilal Touré et le famoso Andrea Pinamonti. Ouais, mais Pinamonti, ils sont transférés tous les ans, tu sais plus. Le dernier, il a combien, Karim? C'est 20 millions. C'était les 4 derniers étaient à 20 millions. C'est pour ça que j'ai mis un top 10 élargi. Ah ouais, il y avait tous les donc, premier point pour Michael. Mine de rien. Enfin, les 2 premiers points plutôt, parce que j'ai dit que la mort subite, ça valait 2 points. Donc, les 2 premiers points pour Michael. On passe à la 3e question. J'espère qu'elle sera un peu plus courte à répondre. Quels sont les 2 joueurs les plus utilisés par José Mourinho cette saison en Serie A? Alors, Michael, je te laisse commencer. Les 2 joueurs les plus utilisés par Mourinho en termes de nombre de minutes jouées. Qui sont les 2 joueurs qui ont joué le plus de minutes sous José Mourinho cette saison en Serie A? Mancini. Il faut que tu mettes 2, c'est par duo. Ah, je dirais Mancini. Et le deuxième. Donc, Michele qui dit à Mancini et. Attends, rapide, je fais juste un petit tour rapide. À droite. Donc, je répète la question pour les auditeurs. Quels sont les 2 joueurs les plus utilisés par José Mourinho cette saison en Serie A à la Roma? Je vais dire. Putain, il peut aller Spinazzola là, vas-y. Donc Spinazzola et Mancini. Fédé. Ouais. Moi, j'aurais dit Rui Patricio et Cristante. Ah, putain. D'accord. Et 5. C'est vrai, Cristante. Moi, je dirais. Est-ce que j'ai le droit de dire pareil que les autres? Tu donnes ta réponse. Moi, je dirais aussi Rui Patricio, mais je vais dire Mancini. Patricio Mancini. Eh bien, on a une bonne réponse parmi vous. Et c'est Fédé qui l'a donné, puisque c'est bien Rui Patricio, le gardien, et Cristante
qui ont tous les deux 1080 minutes. Bah, en fait, c'est très simple, ils ont joué toutes les minutes que la Roma a joué cette saison en Serie A. On passe à la prochaine question. Quelle équipe a pris le plus de points? Elle en a pris 7, pour vous donner un petit indice, après avoir été menée au score cette saison en Serie A, tout match confondu. Pas que domicile, pas que extérieur. Domicile et extérieur. Donc, J'ai pas compris. Ouais, moi non plus. quelle est l'équipe, quand elle a été menée au score, elle a pris le plus de points? C'est-à-dire, elle a gagné des matchs, ou alors elle a fait un match, par exemple, tu perdais 2-0, elle a arraché un 2-2, elle perdait 1-0, ok. elle gagnait 3-1. Tu vois. Et elle a pris, du coup, cette équipe-là a pris 7 points grâce à ces remontadas, si je puis dire. Alors, vu que j'ai commencé par Michele, donc on va tourner. Je commence par toi, Fédé. Quelle équipe? Sassuolo. Sassuolo, P5. Lecce. Michele, Cette saison, tu dis? cette saison, 2023-2024. Bah, moi, j'avais qu'à, je pense, à Lecce aussi. Est-ce qu'on peut donner la même réponse ou pas? Oui, bah, c'est pour ça que je vous interroge en tour. Quand c'est pas là, quand vous avez dit réponses différentes, je mettrai au buzzer, mais là, je fais un tour. Donc, bah, Je pense que oui, je pense que c'est Lecce. on est sur un point pour F5 et un point pour Michaele. C'est bien Lecce qui a mené, qui a du coup qui a gratté 7 points malgré qu'ils ont été menés au score. Donc, mais je te console un petit peu, Fédé. Sassuolo était la 3e équipe. Elle a ramassé 5 points en faisant ça. Ouais, je sais qu'ils avaient aussi. Mais contre la Juve, je sais plus s'ils avaient été menés ou si c'est eux qui menaient d'abord. Alors, Bon, prochaine Ils ont question. mené. Question numéro 5. Question pour toi, Vito. On te salue. Combien de matchs Alexandro a-t-il joué pour la Juventus au total? TTC. Toutes compétitions confondues avec la Juventus de Turin. Je vous donne ses stats, entre guillemets. À la Juventus, il a marqué 15 buts et fait 33 passes décisives. Ça vous aide pas, mais au moins vous avez en même temps quelques Attends, stats. Alexandro de toute sa carrière à la Juve? Tous les matchs qu'Alexandro a joué pour la Juventus. En compétition officielle, hein. Commencez pas à mettre les amicaux et les matchs de quartier. Donc Vito, bah, j'espère que tu as la réponse, parce que évidemment tu es le premier supporter d'Alexandro. Donc, combien de matchs officiels il a avec la Juve, ce connard? Combien de matchs Alexandro a-t-il joué pour la Juventus de Turin? surtout que ça fait Il est arrivé. Il est Donc, arrivé quand, ce mec? Alors vu que je vais essayer un petit peu de temps pour réfléchir, et on prendra, comme vous connaissez, au plus proche. Donc P5, c'est à toi de commencer. Combien de matchs il a-t-il joué? Allez, on va être joueur 239. Ok, je vais le noter. 239. Michele. Je sais même pas quand est-ce qu'il est arrivé à la Juve, lui. Ça fait quoi, Il est 4 ans qu'il est? Ouais, il est en fin de contrat, donc ça doit remonter 2017-2018. Il arrive de Porto, non? Ouais, c'est ça. Ouais, 239. Allez, 322. 322, ok. Fédé, tu termines le bal. Ouais, Je suis au milieu. 200. 200 pour toi, Fédé? Bah ouais, c'est le plus près. S'il y en a joué moins de 200, vous êtes niqués, les gars. C'est un autre point pour Michele, puisqu'il en a joué 311. Oh, Il est souvent blessé pourtant. Bah ouais, c'est après. bah, tu sais quoi? Il a m'as joué aidé. 300 matchs. Tu m'as aidé, Karim, parce que moi, je pensais qu'il était à peine il y a 4 ans à la Juventus. Donc, Ouais, 4-5 ans, quoi. tu vois, Après, il a eu une grosse mais blessure, quand tu m'as dit 2017-2018, ça fait 6 ans. Donc, j'ai fait 6 fois 50 matchs à peu près annuels. Et j'ai targué dans les 300. Mais c'est toi qui m'as aidé. 33 passes décisives quand même, tu vois, on est quand même sur ça. C'est ça. On repart, messieurs, sur une mort subite pour cette prochaine question. Je veux que vous me donniez tous les joueurs de Serie A cette saison qui ont écopé d'un carton rouge direct. Pas jaune-jaune, rouge direct. Donc, vu que c'est P5 qui a commencé la dernière, Michele, à toi l'honneur. Ça va être rapide, là. Ça va être rapide, là. Carton rouge direct cette saison en Serie A. Cette saison. Et direct, hein, comme j'ai dit, pas jaune plus jaune. Bah, Thio. Malik Thio. PCD. Giroud? Non, c'est de jaune et rouge. Non, Giroud? celui de. Tu passes. Donc, ouais, c'est ça. Rouge direct. Quand? Bah là, Lecce. Mais Lecce, il a pris d'abord le jaune. Double jaune. Hein. Il prend un Non, jaune. sur Transfermarkt, c'est noté rouge direct, c'est pas double jaune.
En tout cas, il prend double jaune. En l'espace de Sur- 5 secondes, mais il prend double jaune. Ouais, ouais, il prend double jaune hein, contre Lecce. Ah ok, bah sur Transfermarkt, c'est noté le double rouge, mais j'ai pas souvenir qu'il prend un rouge d'autres trucs. Donc bah écoutez, je vais check ça. En attendant, on met le truc en suspens. Il y en a d'autres, encore des joueurs. Donc Gauthier, je te laisse continuer. Je pense que moi, je vais bientôt m'arrêter. Hein. Putain. Oh. Il y en a Voilà, des simples. Il y en a quand même des connus. Il y a des clients au niveau rouge direct, je pense. Moi, ouais, mais j'ai pas le souvenir en fait. La journée dans ma tête, mais j'ai pas le souvenir qu'ils en aient pris cette saison. Donc bon, on va tenter encore une fois beau jeu parce que j'en ai aucune idée. Je vais te dire Vasquez du Genoa. Vasquez du Genoa, non, ça passe pas. Michele, Et je me pose une question si Maignan, il s'était pas pris une fois un rouge direct cette saison. est-ce que tu dis Maignan ou pas? Écoute, je crois, je me rappelle plus quel match, je crois qu'il avait pris rouge Maignan, ouais. Eh bien, bonne réponse, Maignan. On passe à Comment j'ai Fédé. pu oublier Mancini? C'était contre qui? Genoa. Mancini, Ah oui, voilà, exact. tu dis Mancini? Ouais, celui-là de la Roma. Alors, non, malheureusement, ça passe pas. Lui, c'est un bon client. Donc Michele prend le point et j'ai vérifié, Giroud prend un jaune, mais ensuite il prend un rouge direct carrément pour sa contestation. Il prend pas un jaune, c'est pas un jaune ok, donc rouge. d'accord. Là, il prend carrément un rouge direct. Donc c'est pour ça qu'il est exclu minimum en plus de matchs. Donc la réponse de Fédé était valide, mais Michele, tu prends encore quand même le point. Donc re 2 points. Donc encore c'était une nouvelle mort Tu peux nous subite. donner C'était qui les autres? C'était qui Ouais, les ça autres m'intéresse. Alors, sur les autres, vous aviez donc Malik Thio, vous avez Isakien de l'Hellas Vérone, vous avez Sandy Lovric de l'Udinese, Giroud, Baschirotto de Lecce, Mike Maignan et Maxime Lopez. Putain, j'aurais pas eu Avec les Maxime Sassuolo. Lopez, il l'a pris. Avec Ouais, Sassuolo. c'est ça. Avec Juste Sassuolo. avant qu'il parte avec la Fiorentina. Donc voilà, on avait quand même des deux joueurs. Donc, je refais un petit rappel des scores. T5 à 1 point, Fédé à 1 point, Michele à 6 points. L'invité qui nous hagra, ça c'est Mais legit ou pas? attendez, il y a encore beaucoup de questions. Il y a moyen vraiment de se rattraper, notamment déjà avec cette question qui est encore une mort subite. On aime beaucoup les morts subites par ici. Vous vous souvenez de ce magnifique spectacle au-dessus de City-Chelsea, bien évidemment, qui nous a donné la Lazio contre la Roma il y a quelques jours. Un spectacle des plus magnifiques. Mais est-ce que vous vous souvenez de Roma-Lazio, pas Lazio-Roma, mais Roma-Lazio, du 11 janvier 2015? Parce qu'il faut que vous me donniez les 11 joueurs de chaque côté. Je veux les 22 joueurs, les 22 titulaires de ce Roma Lazio du 11 janvier 2015. J'ai demandé 2015, j'ai pas demandé 1983 non plus. Putain, de 2015, attends. Je peux commencer Eh ben oui, de toute façon, tu as pris le dernier point de la mort subite, donc c'est à toi de commencer, Michele. Allez, j'y vais à coup sûr. En plus, je crois que c'était le capitaine Lulic. Lulic du côté de la Lazio. La Lazio. Eh bien, Michele, tu passes déjà ton tour. Lulic n'était pas titulaire lors de ce match du 11 janvier 2015. Oh, putain, donc c'est à toi, Fédé, directement. Muslera. Muslera, Ouais. le gardien de but. La Lazio, ouais. Et toi aussi, Fédé, tu passes ton tour directement. Allez, faut que je réfléchis. Franchement, bon, je ferai mes commentaires après que P5 ait parlé. De Rossi. De Rossi, bah P5 a validé. Donc P5 a 2 points. Oui. Yeah, attends, je peux t'en sortir plein si tu veux. Non, mais attendez. Je vais faire un petit commentaire très rapidement. Pourquoi il n'y a personne qui a parlé de Parolo, de Philippe Anderson, de Totti, de Florenzi, de Manolas, de Maicon, de Pjanic? Attends, toi tu l'as devant les yeux. Tu l'as devant les yeux, c'est facile. Non, t'es pas pris au dépourvu. Non, arrête. Totti. Il joue encore en 2015. Totti. Toi, t'as dit De Rossi. Mec, il faut aller me chercher des mecs qui ont joué. Lulic, c'était le capitaine. Il y avait Radou, non? C'était Radou le capitaine ou Klose? Non, le capitaine, c'était Maoli. Ah ouais, d'accord. Stéphano Maori, t'es encore là. Ouais, d'accord. Donc, t'avais Immobilier déjà, non, en 2015? Non, l'attaquant, c'est Djordjevic. Oui, Djordjevic du FC Nantes. Et le gardien, c'était Marchetti, Fédé, pour. Marchetti. C'est pas Muslera. Moi, je dis Marchetti, mais c'est Marchetti. Je joue encore. Question numéro 8. Je vais vous donner un CV. Il faut que vous me retrouviez le joueur. Donc là, j'ai pris un mec qui est plus en carrière et le prochain, ça sera celui qui jouera toujours. Donc, qui est ce joueur qui est passé par la Lazio, la Sampdoria et l'Atalanta? Au buzzer, celui qui l'a, il le donne. Et donnez des noms, c'est pas. Lazio? Voilà, au buzzer, comme vous connaissez. Dans l'ordre? Il est passé par la Lazio, Sampdoria, Atalanta dans l'ordre, mais il est possible que j'ai oublié certains clubs.
Mancini. Il n'est plus Mancini, non, il est plus, il joue plus au foot. Hein. Enfin, il est plus, il est plus joueur professionnel. T'as dit quoi, Sampdoria, Lazio? Lazio, Sampdoria, Atalanta. C'est dans cet ordre, mais aussi que j'ai enlevé quelques clubs. De Nice? Donny. Non, comme j'ai dit, c'est un joueur qui est retraité, qui Il ne joue plus. Germaine de Nice. Donc, Lazio, buzzez, hein, dès que vous en avez un, donnez. Ah bah, on va pas non plus polluer. Lazio, sans Ah, bah, Vieri. justement, comme ça, moi, ça fait. Atalanta. De quoi Vieri Vieri? Non. Il n'a pas joué à la fin. Ah ouais, si, il a joué à l'Atalanta, Vieri. Est-ce que vous voulez un petit indice? Attends un peu, non? C'est un indice pas trop gros, t'inquiète pas, je vais pas te Vas-y, dire. vas-y. Il est toujours en Italie. Il joue plus, il est toujours en Italie? Non, mais il ne joue plus. Là. Inzaghi. Ah, Simone Inzaghi, Oui. évidemment. J'ai enlevé quelques petits clubs où il est passé entre temps, mais sinon, c'est les clubs principaux qu'il a fait. Donc, un autre point pour Michele. Moi, je retiens juste qu'il y a deux Interistes qui n'ont pas donné Inzaghi. et c'est Mais pas ça, toi c'est- Inzaghi out? C'est pas toi Inzaghi out qui avait fait la Si, photo? c'est moi. Mais Toi ok, non, je voulais être sûr. Je voulais être sûr. fallait quand même le placer sur le quiz. Simone, il a joué à l'Atalanta aussi. Alors attention, Michele a donné une réponse interiste. Maintenant, vous pouvez peut-être contrer Michele sur ça. 9e S'il joue question. encore, Donnez-moi c'est bien. les 3 plus vieux buteurs de l'histoire du Milan. Et surtout, et ce qui m'intéresse aussi, c'est à quel âge ils ont marqué leur but le plus vieux, si je puis dire. Oh. On y va là? Ah, quoi allez-y, je peux faire un tour. Zlatan Allez-y. à 40 ans? Attends. Donc, Tata dit Zlatan à 40 ans. Ouais, je dirais ça. Et combien de mois? 8 mois? Ok, 40 ans, 8 mois. Michele. Ah, le joueur le plus vieux qui a marqué Non, Milan, c'est les 3 joueurs. C'est les 3 joueurs le plus vieux, mais on va déjà faire un peu près. On va faire un tour. Ça, le meilleur marqueur du Milan. Non, le buteur. C'est-à-dire à quel âge il a marqué. Est-ce qu'il y a un type qui a marqué à 45 ans, par exemple? Ah oui, bah il y a Zlatan là qui a marqué. Ah voilà. Donc, non, mais ça, Zlatan, de toute façon, vous avez le point. Moi, les trois qui m'intéressent, c'est en fait, je veux le nom et surtout, moi, c'est la date qui m'intéresse. À quel âge il a marqué son but le plus vieux? Oula. Bah voilà, donc F5 a dit 40 ans et 8 mois pour. Joueur déjà ou pas? Inzaghi à 30. Bah, les trois, de toute façon, les trois, parce que moi, c'est pas les joueurs qui m'intéressent, c'est même si la question, je l'ai un Inzaghi peu mal écrit. 37 ou 38 ans. Je vous donne les trois. Donc déjà, c'est Zlatan, Costarcurta et Maldini. Donc de toute façon, moi, j'ai mal écrit la question parce que c'est pas les noms qui m'intéressent. Moi, c'est quand ils l'ont marqué. Âge. Donc on avait Zlatan avec P5 qui a dit 40 ans et 8 mois. Michele, moi, je vois un point, je l'ai trouvé. Là, j'ai mal écrit la question. Donc quel âge il a fait? À quelle année et quel mois? Enfin, quelle année? Bah, il l'a marqué en 2023. Non, mais quelle année, je veux dire, il y avait quel âge? Quel âge? C'est pour ça que quel âge? 40 ans. Ok, 40 ans et combien de mois? 6 mois. Ok, 40 ans, 6 mois. Fédé, Zlatan, combien? 41 et 3 mois. Fédé a le point pour Zlatan. Ensuite, on passe à Costarcurta, qui est le deuxième. Costarcurta, il a marqué lors d'un Milan Udinese. Il avait quel âge Costarcurta? En quelle année on a le droit de savoir? Ouais. Comme ça, tu fais les calculs. J'ai les mains là. Non, mais les calculs, tu dis attends, c'est machin et tout. Alors, vu que Fédé, tu viens de donner la réponse, on va passer juste après. P5, à toi du coup. Costarcurta, je sais pas moi, 37 et 7 mois. 37, 7 mois. Michele. 39 ans. 39 ans. Fédé. 38 ans et 3 mois. Bon. Il n'y a pas de tout pile, mais au moins il y a Michele qui est le plus proche. C'était quoi? Bon, après, plus proche, une façon de parler, puisqu'il a marqué à 41 ans et 25 jours, Costarcurta. Donc, il est peut-être le plus proche. Ouais, ça. Et on finit par Paolo Maldini sur cette question. Fédé, je te laisse commencer. À quel âge il a marqué son but le plus vieux? À l'année et au mois. Parce que ce que toi, c'était 41 et 25 jours. Là, année et mois, comme d'habitude. Il a marqué lors d'un Milan-Atalanta. C'était en Serie A aussi. C'est à moi? Non, c'est Fédé qui doit donner pour le truc. Maldini, 39 ans. Et combien de mois? Et 2 mois. 39 ans et 2 mois. P5? 39 ans et 5 mois. 39 ans et 5 mois. Michele? 40 ans et 1 mois.
Et c'est encore Michele qui est le plus proche, puisqu'il a marqué à 39 ans et 9 mois. Donc il a À 2 3 mois d'écart. d'écart. Ouais, il a 3 mois d'écart aussi. Putain, je vous mets une drill. Donc, Après, t'as pas trouvé un nom de la Roma et de la Lazio, s'il te plaît. Hein. Doucement, doucement. aïe, aïe, aïe. Bon, Non, mais vous a dit de te laisser gagner, comme ça tu reviendras pour un prochain podcast. actualisation des scores. On a P5 qui a 3 points, parce qu'il a gagné à mort subite. On a Michele qui a 4, 6, 9 points pour Michele. Et on a 2 points pour Fede. C'est fini Donc, ou pas Ou on peut non, encore revenir oulala. Il y a des questions. Il y a vos thèmes. Vos thèmes, ils sont pas encore faits, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y aura encore vos thèmes. Encore un qui est actuel. Ok, là. Qui est ce joueur? J'ai enlevé des clubs. River Plate, Juventus, Udinese. Au buzzer. Pereira. Vous l'avez, Roberto Pereira. Point pour Fede. Bon, et pourtant, j'en ai enlevé des clubs. Hein. J'ai pas fait tous ces allers-retours à Watford, hein, grâce à la superbe gestion des Pozzo. Mais ça, c'est pour un autre podcast. Alors celle-là, j'aime bien cette question. 11e question. Sur une seule saison, et j'insiste bien, une seule saison, qui a été le meilleur buteur du Torino au XXIe siècle et combien de buts a-t-il marqué? Et j'ai bien dit sur une seule saison, je veux pas le meilleur buteur de l'histoire du Torino, machin. Sur une seule saison, il y a un joueur du Torino qui a marqué le plus de buts sur une seule saison pour le Torino au XXIe siècle. Qui est ce joueur et combien il a marqué de buts? C'est à moi? Belotti. Belotti, ouais. Combien de buts? 25. 27. Belotti 25, Belotti 27, P5. On va mettre 26. Non, moi je suis même pas sûr que ça soit Belotti. Hein. Avant qu'il parte à Dortmund, Immobilier, il me fait Peut-être douter, là. Immobile, ouais, c'est bon. Moi je vais te dire Immobilier avec 24. Ouais, je crois que tu as raison. Je sais pas trop comment départager, donc je vais vous demander votre avis. Michele a dit 25, Fede a dit 27, c'était Oui, Belotti avec 26. Donc est-ce qu'on donne un point ou est-ce qu'on donne 2 points à personne? Bah, tu me donnes le point à moi au pire, comme ça. Essayez. Bon, Ah, je Fede, rigole, Michele, vous voulez un point chacun ou alors est-ce qu'on met pas de points? Bon, tu sais quoi, laisse-lui, il est tellement la ramasse. Mais non, Ah mets bon. le point comme ça, Michele, ça fait une victoire encore plus imposante. Allez, on met un point chacun. Donc Fede qui aura 4 points du coup. Mais ouais, c'est vrai que après Belotti, il y a Bianchi, je sais plus comment il s'appelait, le mec Rolando. dans les années. Rolando Ouais, Bianchi. voilà. Qui en a marqué 2, 3, 4 de moins. Donc, ouais, ça aurait pu, mais Immobilier, non, il était quand même loin, je crois qu'il était à 15 ou quelque chose comme ça. Je pensais. Vous aimez les compositions d'équipe. Vous aimez quand Milan s'est fait fracasser le dos. Oui. Alors, vous allez aimer Atalanta-Milan, 22 décembre 2019, 5-0. Et donc, vous allez me donner les 11 titulaires de l'Atalanta et les 11 titulaires du Milan lors de ce match où l'Atalanta fracasse le Milan. Bah, évidemment que tu commences, Michele. Attends, 5-0 Atalanta-Milan. Il y était, Zapata. Tu peux pas me dire qu'il y était pas. Duvan Zapata? Ah oui, il y était. Michele est éjecté de la manche. Non. Fede, c'est à toi. Duvan possible. Zapata n'est pas en pointe de l'attaque du match. Je vous donnerai la composition d'équipe tout à l'heure, mais Duvan Zapata. Alors je peux revenir, je donne un point, je reviens. Non, c'est Papou Gomez est titulaire dans ce match. Il marque un but. P5. Team City. Berat Jim City est titulaire. Fede. Vous pouvez donner des Milanais aussi. Hein. On va essayer de stopper Palomino. Palomino est titulaire. À toi P5. Ah, j'ose pas aller sur le Milan parce que je suis pas sûr. Il y avait tellement de joueurs qui changeaient. Je vais rester sur les classiques. Vas-y. Toloi. Toloi est là. Vous avez fait toute la charnière de l'Atalanta. Fede. Pensez à la grande équipe de l'Atalanta, la fameuse qu'on connaît tous. Eh oui, j'en ai trop là, franchement, de saouler là. De quoi? Freuler. Freuler n'est pas titulaire. T5, tu n'as plus qu'à valider et tu as encore plein de possibilités. Milanais, il y en a plein. Ah bah attends, bah non. Ok. Alors là, Donnarumma. Donnarumma est titulaire, c'est 2 points pour P5. Alors je vous donne la composition d'équipe. L'Atalanta s'est présenté avec Golini, Toloi, Jim City, Palomino, De Roon, Pasalic, Castagne, Gossens, Papou Gomez, Malinowski et l'attaquant était Josip Ilicic et non Duvan Zapata sur ce match. Ilicic qui met un doublé. Côté Milan, on avait Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Ricardo Rodriguez, Bennacer, Bonaventura, Kessié, Suso, Leao, Çalhanoğlu.
Ah, mais t'es mal équipe. Franchement, il y en a plein qui changent, qui partaient, qui revenaient. Il y avait encore les classiques des anciens. Il reste encore des questions et bon, vous pouvez encore refaire votre tard. En vrai, il y a toujours moyen. Toujours le fameux qui est-ce. Qui est ce joueur qui est passé par l'Hellas Vérone, Everton et la Juventus? Keane. Moise Kean. Bien joué P5. Et j'ai enlevé le PSG, tout ça, mais j'hésitais entre Everton et PSG, mais bon, c'était un peu trop simple celui-là. 14e question du quiz. Alors attention, elle est complexe, mais elle est facile, mine de rien. Quelle est la fratrie qui a joué le plus de matchs? Et combien elle en a joué? C'est-à-dire, il y a... Oui, en Serie A, elle en a joué. Il y a une fratrie en Serie A qui a joué, c'est-à-dire 2 frères qui ont joué le plus de matchs, et quand tu combines le total des deux, ils ont joué du coup le plus de matchs au total. Il y a les frères Inzaghi. Les frères Inzaghi pour Michele. Et attends, il me faut aussi le nombre de matchs du coup. Ils ont joué les 2 frères donc. Oh putain. Au plus près, évidemment. Plus près, les deux cumulés, 1300 matchs. Ok, 1300 matchs. Fédé. Les frères Baresi. En Serie A. Hein. Ouais. Les frères Baresi avec combien de matchs? Je sais pas, 1200. Frères Baresi avec 1200. P5. Moi, j'aurais dit les Inzaghi avec 1200 aussi. Bon. Alors, en termes de matchs, on est vraiment très loin du compte pour tout le monde. Mais, Fédé a le point pour les Baresi. Parce que c'est les Baresi qui ont joué le plus de matchs, avec au total, les 2 frères, en Serie A, comme je le rappelle, 861 matchs. Franco et Giuseppe. J'aurais pensé, tu vois, que dans la conjoncture plus récente, il y avait plus de matchs. Je suis parti là-dessus, donc je m'étais dit. Donc, bon, malheureusement, bon, Fédé, au plus près, c'est compliqué quand même. Parce que là, t'étais quand même à 400 d'écart. 400 matchs d'écart, ouais. Ouais, mais à l'époque, il y avait beaucoup moins de matchs que maintenant aussi. Ouais, c'est pour ça, ouais. C'est ça. C'est vrai qu'il y a Serie peut-être A, aussi. ils étaient moins d'équipes. Il y a Giuseppe Baresi et Franco qui ont quand même ça. On passe aux fameuses questions par thème. Donc, on va commencer avec Fédé qui a le moins de points par rapport aux autres. Donc, c'est ta question qui va tomber en premier. Et vu que tu aimes l'histoire, je t'ai pris une question un peu historique. Est-ce que Fédé, tu te souviens d'un Inter Juventus joué le 4 janvier 1998? Bien évidemment que tu t'en souviens. Donc, c'est pour ça que je te pose cette question. Je me souviens plus du 26 avril, mais celui du 4 janvier, ouais, bon, du coup, ouais, ça me... Ouais. Eh bien, il y a un joueur parmi les 2 équipes, un seul joueur, qui prend un carton rouge. C'est qui? Pesotto? Pesotto? Ouais. Mauvaise réponse. C'est Benoît Coé. Au retour, il y a une collection de cartes rouges. Moi, là. Et là, c'est Benoît Coé qui le prend. Et oui. Tes liens avec Canal et Inter, finalement, ne t'ont pas apporté pour cette réponse. C'est malheureux. Mais il y a la deuxième question qui va avec. Tu te souviens de Francesco Moriero? Ouais. Il a inscrit un but et une passe décisive en Coppa Italia, saison 97-98. Contre qui? Contre qui et à quel tour il l'a fait? Putain, Moriero, je me souviens de ses buts en Coupe d'Europe, mais ses buts en Coupe. Elle a vu les questions que j'ai mis à Fédé pour le mettre en difficulté à ce niveau-là. Non, ouais, déjà, P5, je vais parler d'un Inter-Juve 98, je l'ai déjà perdu à la question. Moriero. Moriero, Fédé. Ouais, je me souviens avec ses cheveux frisés. Allez, donne-moi l'équipe contre qui il a fait son but, sa passe D, et à quel tour de Coppa Italia il l'a fait. Alors, évidemment, c'est un point par bonne réponse pour le barème. Oh. La Roma à quel tour? En quart. Là, c'est vraiment au pif. Hein, parce en quart de Coppa Italia? Ouais. Et là, tu prends 1 point sur 2, malheureusement, puisque ce n'était pas la Roma, PD. C'était la Lazio. Ah bah, tu vois. Mais c'était bien en quart de finale, donc tu as le point sur ça. P5, tu es le deuxième intervenant qui a le moins de points. Donc, ta question, le thème, les Argentins de l'Inter. Qui est cet Argentin passé par l'Inter, qui venait de Bologne et qui est parti à la Lazio? Avant l'Inter, il était à Bologne. Après l'Inter, il était à la Lazio. Putain. Attends. Il part à la Lazio après? Bologne avant, Inter, puis Lazio. Il est plus en activité.
Tiens, juste petit truc Fédé, Michael, vous l'avez? Pour savoir. Moi, je Non, l'ai. moi, j'ai même Vous son l'avez- nom si tu veux. Ah, ok, vous avez les deux. Ok, c'est Bologne pour savoir un avant. petit peu. Ouais, il était à Bologne avant. Je me suis pas trompé, hein, Fédé. Il était bien à Non, Bologne avant et après là. moi, je pense que si on parle du même, c'est ouais, il était à Bologne avant. Mais Ouais, directement ou pas? il était à Bologne avant et il est On venu l'a à l'Inter appelé après. Bologne. Ah, dis pas directement, je veux dire, il y allait directement, Ouais, il a pas fait d'autres clubs. c'était son club précédent, juste avant Ok. l'Inter. Juste avant l'Inter, il était à Bologne. Juste après l'Inter, il était à la Lazio. Putain, je suis mauvais, sa mère. Il est resté un bon moment quand même à l'Inter. Hein. C'est pas, il n'est pas passé un an et puis il a quand même joué un bon nombre de Ouais, matchs. j'ai Est-ce que tu l'as? Franchement, Un non. Argentin, rappelle-toi. Ouais, oui, 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 mais je pense que j'ai pas. J'allais dire Carrizo, mais il fait l'inverse, je crois. Non, j'ai pas. T'as pas? Ah, là, tout de suite, là, non. C'est notre ami Julio Cruz. Le jardinier, Non, le j'aurais meilleur pas eu. sub de la. Je le connais, mais j'aurais pas eu, Et là, comme ça. du coup, t'as la deuxième question comme CDP5. Combien de joueurs argentins ont joué pour l'Inter? J'ai une marge d'erreur ou. Allez, t'as une marge d'erreur de. J'hésite entre 5 et 10. Allez, 5 quand même. On est quand même des supporters d'Inter. Ah ouais, ouais, t'as raison, t'as raison. Il faut être en transition. Alors, combien? Combien de joueurs argentins ont joué pour l'Inter à Milan? Et pas l'Inter de Milan, comme les bozos le disent. Arrêtez de dire Inter de Milan, on dit pas Real de Madrid. Voilà, petit coup de gueule pendant que P5 cherche le nombre d'Argentins. Vous les avez aussi, Michele, Fede, le nombre d'Argentins passés par l'Inter? Ah, ça, là, je suis perdu. Hein. Après, juste Karim, tout à l'heure, t'as dit Juventus de Turin. C'est vrai. Donc, my bad. Tu vois, je me suis trompé. Et, Il donc, va le tu vois, voilà, justement, c'est important de se corriger justement par rapport à ça et pas dire Juventus de Turin. Voilà. Bon, allez, je vais pas tourner autour Allez, du pot. dis-nous combien. Comme ça, là, instinctivement, il m'est venu 55. beaucoup. 55? Ouais. Franchement, P5, j'ai mal au cœur rien que pour ta réponse, puisqu'il Non, moi, en est 49. Hop. À un près. Ouais. Oh, C'est tant pis, malheureux. pas C'est grave. malheureux, à un près. Bon, Michele, t'as bien profité des autres. Maintenant, c'est à ton tour pour les questions sur Monsieur Baggio. Et vu que tu connais très bien Baggio, et que tu le connais encore mieux en nazionale, qui était le gardien de la finale pour le Brésil en 94? Le Brésil, bah, Tafarel. Ok. On sait jamais, hein, peut-être que... Et est-ce que tu sais dans quel stade s'est joué cette finale? Ah oui, c'était aux États-Unis, je crois que c'est Atlanta. T'as le nom du stade ou pas? Ah, mais Je crois que c'était à Atlanta, mais le nom du stade, je sais plus. Le nom du stade, t'aurais valu 2 points. Un point, Donc, si c'est... tu le donnes. Tu récupères un point si je le donne. J'ai récupéré un point. Non, attends, tu l'as vraiment fait le stade? Ouais, je l'ai, ouais. Franchement, si tu l'as, il est compliqué. Ouais, je te donne pas 2 points, faut pas déconner, mais en vrai, je te passe Non, un mais point. Attends. Alors, juste avant, Michele, tu as 0 point, puisque t'as pas le stade, et en plus, c'est pas Atlanta. Donc, est-ce que Fede, tu as le stade? C'est le Rose Bowl de Pasadena à Los Angeles. Voilà, ça, c'est un point. Pasadena, c'est vrai. Putain, Ah ouais, bah là, c'est sûr que c'est un point. Il a donné Pasadena après Los Angeles, Rose Bowl. Il y a combien de places, Fédé, exactement? Je crois qu'il y a 120 000. Et le siège B2 F4, il est rouge? Finalement. Et le grain de pelouse à Je te côté, il est jure, vert je foncé te ou vert jure. Ah, il est trop fort, il est trop fort. Rose Bowl Stadium près de Pasadena, dans la banlieue de Los Angeles. Allez, franchement, heureusement que c'est pas ta question, je t'aurais donné 3 points là carrément. Mais attendez messieurs, parce que la fameuse question que vous connaissez tous, le où joue actuellement. Et oui, on est obligé de passer par là, les traditionnels 2 points finales. Où joue actuellement, au buzzer encore une fois, dès que vous avez des noms, vous donnez, Christophe Piatek. Başakşehir. Başakşehir, point pour P5, bravo. Terry Lopes. Quand je pense que je me suis branlé sur lui. Juste avant. Ah ouais, putain, la main droite, elle a souffert. Hein. Pendant 6 mois, il a fait des trucs au Genoa.
On l'a vu, on a vu le nouveau Lewandowski là-dedans. Carrément, j'avais appris à mes enfants le chant Le polonais. allez, Piatek, allez, poum, Oh, poum, non. poum, poum, la honte, carrément. Le poum 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 avec Ah, maintenant, c'est poum 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 à la cave. Hein. La c'est honte. poum 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 en Turquie. Je te jure. Alors, Lui, tu pourras le mettre dans le podcast transfert foireux, du genre Correa, Piontek. 35 millions en soi. à 35. c'est ouais. Eh, tu veux pas faire un quiz juste les Oujou? Je pense que ça, j'aurais ma chance. Et où joue bon. Peut-être la prochaine fois, je te poserai des questions sur Inter Lazio 97. Aussi, ouais, mais non, ouais. Aussi. Comme tu veux, mais Ouais, après, t'inquiète pas, les Oujou, c'est facile à faire. Alors, on fait un petit récapitulatif des points avant de terminer ce podcast qui aura presque duré 2 heures. P5, tu as gagné 1 point, 2 points, 2 points, 1 point, 2 points, 2 points, 1 point, 2 points. Donc, c'est 2, 2, 2, 2, si je suis bon en maths, ça fait 8. Donc, 8 points pour P5. Fédé, tu as accumulé que des 1 point, plus du coup la dernière question, donc ça te fait 7 points. Juste derrière P5. Et Michael, tu as 2, 4, 6, 8, 10, 11 points. Ouais, du coup, on a quand même. Serré, hein. T'en Eh étais ouais. préparé avec. 11, 8, 7. C'est pas si loin Je que suis ça, trop mine de fort. rien. Hein. Je suis trop fort. Ouais, bah, Michele, Bon, tu vas aller et- te faire Lazio Roma et Milan Atalanta, s'il te plaît. Alors, ouais, en sachant Oh, que, s'il te plaît. en sachant que, voilà, il a bien foiré les Portuguais. Donc, mine de rien, ça veut quand même dire que Michele, il a été bon sur les questions à 1 point classiques Ah, très et fort. tout. Parce que, parce que bon, il nous a quand même mis des joueurs au pif dans Lazio Roma, mais bon, ça c'est pas grave. Mais, Non, là où je suis le plus dégoûté, c'est vraiment sur il le a quand même truc dit que Cassano était titulaire dans ce match, mais bon, c'est pas grave, ça. c'est vraiment sur le truc de Milan, là, Atalanta, avec Zapata, putain. c'est un Ah, truc il de était ouf. sûr, hein. J'étais sûr de toi. Ouais, parce qu'en plus, mais c'est l'équipe, si t'enlèves, comment il s'appelle, tu t'enlèves Malinowski, tu recules ici, tu mets Zapata, c'est l'équipe totalement type de l'Atalanta qu'on connaît tous. Peut-être enlever Castagne et mettre Tadbourg, mais ouais, sinon c'est totalement l'équipe de l'Atalanta. Bah écoute, Michele, oui, tu vas sûrement faire d'autres quiz, mais bon, t'en feras pas aussi régulièrement que les deux intervenants ici, mais tu prends déjà une victoire dans les quiz de la Bene Amata, donc tu as déjà plus de victoires que certains chroniqueurs qui viennent régulièrement en faire. Donc bon, c'est déjà une victoire en soi, Michele. Bah écoute, j'ai envie de dire, c'était prévisible. Je connais un peu le niveau de mes chers compatriotes interistes. Donc je savais que ça allait gagner assez facile, je t'avoue. Parce que Après, si le Milan pouvait avoir le même niveau que toi sur le terrain, ce serait peut-être un peu mieux. Hein. Parce que là, De t'es quand quoi, même chez le premier. T'es chez le premier, là. Si tu pouvais être autant meilleur dans les quiz que le Milan sur le terrain, ce serait non, mieux. mais Quoi. bon, tu sais, derrière un clavier, on est tous forts, mais quand après on est en vrai, dans un chat, on est fort, mais après, C'est vrai, la ça vraie c'est vie, c'est vrai. différent. Hein. C'est vrai. Eh bien, écoutez, messieurs, rien que pour les auditeurs, évidemment, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker le podcast sur Spotify, sur YouTube, de vous abonner sur les deux chaînes, de mettre les 5 étoiles, évidemment, sur Spotify pour, évidemment, mieux référencer le podcast. Et nous, on se retrouve très prochainement, évidemment, pour un nouveau podcast durant cette trêve internationale. Ciao à tous. Ciao, merci. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!